Bonjour à tous, je suis toujours impatiente de nos nouvelles rencontres sur la chaîne. Mes amis, voici donc notre nouveau rendez-vous. Je vous souhaite de prendre un véritable plaisir à regarder cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement, nous commençons. La douleur est revenue avant la conscience. Elle ne venait pas d'un rêve, mais d'un passé qui refusait de lâcher prise. Elle avait le goût salé du sang sur les lèvres et le poids d'une pierre tombale qui l'écrasait dans l'obscurité. Dans cette brume étouffante et poisseuse, il n'y avait qu'une seule lumière, un seul nom pour lequel il valait la peine de respirer encore, Claire. Il s'appelait Mathieu, et il s'arrachait à ce monde, non pas des mains de ses ennemis, mais des bras de l'oubli. Se réveiller signifiait simplement accepter le vrai visage de cette douleur. Elle n'était pas partie. Elle avait juste enlevé son masque pour devenir aveuglante, réelle, brûlante comme un point incandescent au centre de sa poitrine. Le monde revenait par les sons et les odeurs. Le bip monotone et indifférent d'un appareil à son chevet, le froid stérile de l'antiseptique qui lui emplissait les narines. Le plafond blanc était une page vierge sur laquelle on n'avait pas encore écrit son destin. Il fixait ce vide, et la seule question qui put naître dans sa conscience dévastée fut un cri silencieux. « Où suis-je » Un léger grincement de porte. Une voix semblable au bruissement de feuilles mortes devint un fil ténu qui le tirait du néant. « Vous êtes réveillé » Doucement. Il tenta de hocher la tête, et le point incandescent dans sa poitrine explosa en un univers de douleur. Le souffle lui manqua. Il ne put que s'agripper convulsivement au drap, sans sentir la sueur froide qui glissait sur ses tempes. « Ne bougez pas !» La voix se fit plus proche, plus insistante. « Respirez simplement. » Il força son regard à se concentrer sur la femme en vert pâle. Son visage était calme, mais dans ses yeux nageait de la compassion. Il la regardait et son silence était plus fort que n'importe quel cri. « Vous êtes à l'hôpital Édouard Herriot, répondit-elle. Vous êtes des blessés. Vous avez sauvé le préfet Mercier. 3 balles. Vous ne vous souvenez vraiment de rien ? Oui, 3 balles. Les mots tombèrent dans sa conscience comme des pierres dans une eau calme. Et les cercles qui s'en formèrent n'étaient pas un rêve. C'était un souvenir aveuglant, comme un flash. L'odeur de feuilles mortes, la chaleur brûlante de l'asphalte de la place Bellecour, le cercle noir parfait du canon d'un pistolet. Il n'y avait pas eu de temps, pas eu de pensée. Il n'y avait eu que l'instinct, forgé dans le feu de centaines d'entraînements, la poussée qui jetait le corps lourd du préfet en arrière vers la sécurité, et 3 coups de marteau brûlant qui avaient éteint la lumière. Le préfet, un râle s'échappa de sa poitrine, sec et étranger. Il est vivant, plus vivant que tous les vivants. Pour la première fois, une ombre de sourire passa dans la voix de l'infirmière. Grâce à vous d'ailleurs. Il a mis tout le monde sur les dents ici, il appelait toutes les heures. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Le préfet entra seul, et le silence dans la chambre devint dense, presque palpable. Il ne ressemblait pas à un préfet, il ressemblait à un vieil homme mortellement fatigué qui venait de regarder dans les yeux de l'abîme. Il s'assit lourdement sur la chaise près du lit, resta longtemps silencieux, contemplant ses grandes mains puissantes posées sur ses genoux. « Vivant, sacré nom !» souffla-t-il enfin sans lever les yeux. Dans ce murmure rauque, il y avait tant de soulagement qu'il semblait peser 1 tonne. Mathieu ne répondit pas. Même un hochement de tête coûtait trop cher. Le médecin dit que c'est le gilet pare-balles. Le préfet agita la main, écartant les mots inutiles. Il leva sur Mathieu un regard lourd et direct. « Je vous ai vu tomber, et tout s'est arrêté. Pour moi, à cette seconde, tout était fini. » Il se pencha en avant, posa sa large paume sur l'épaule de Mathieu, et ce contact était plus lourd que n'importe quel ordre. « Je suis votre débiteur, lieutenant. Ce n'est pas négociable. » La gratitude était un fardeau insupportable, elle pesait plus fort que la douleur. Elle donnait envie de fuir vers le seul territoire familier, le territoire du devoir. « Qu'en est-il d'eux, monsieur le préfet ?» La voix de Mathieu résonna doucement mais fermement. Le préfet comprit, il retira sa main, et son visage redevint un masque strict, rassemblé, celui d'un commandant. L'acier revint dans ses yeux. Plan d'interception lancé. « Pour l'instant, rien, monsieur le préfet. » Doucement mais fermement intervint le médecin apparu à la porte. « Vous comprenez, le patient a besoin de repos. » Le préfet regarda le docteur, puis de nouveau Mathieu, et dans son regard passa quelque chose qui ressemblait à de la contrariété. Pas envers le médecin, mais envers sa propre impuissance. « Entendu, lieutenant, on me chasse d'ici. » Il se leva, redressant ses larges épaules. « Bon, un ordre est un ordre. Les papiers pour le grade de capitaine et pour la médaille du courage sont déjà au bureau. Quand vous serez sur pied, congé sur la côte d'Azur, c'est aussi un ordre. Allez, rétablissez-vous. » Il ne tendit pas la main, comprenant que tout mouvement pour Mathieu était une torture. Il hocha simplement la tête, se retourna brusquement et sortit, laissant après lui une sensation de vide et une trace à peine perceptible d'eau de Cologne chère. « Oui, me rétablir, monsieur le préfet » murmura Mathieu dans le vide, et pour la première fois depuis de nombreuses heures, une ombre de vrai sourire effleura ses lèvres. La promesse de la mère et du nouveau grade devint cette bouée de sauvetage à laquelle s'accrocha sa conscience.
Ou peut-être était-ce dû au liquide frais que l'infirmière avait discrètement injecté dans le cathéter de son bras. La douleur n'était pas partie. Non, elle avait simplement reculé. Comme un prédateur s'éloignant à distance de sécurité, elle s'était levée en boule au fond de sa poitrine et semblait s'être calmée. Et dans ce silence qui s'installait, depuis les profondeurs de sa mémoire, ce rêve remonta de nouveau. Étonnant comme la conscience, libérée des chaînes de la douleur, avait décidé de ne pas retourner à la veille, mais 10 ans en arrière. Là-bas, dans cette cour, ce soir-là, qu'il semblait avoir oublié depuis longtemps, enseveli sous des tonnes d'instructions de service et de missions sur le terrain. À l'époque, il avait 18 ans. L'air sentait l'été, l'asphalte gardait encore la chaleur du jour, et dans son sac de sport se trouvaient des gants humides de sueur. Il revenait de l'entraînement de boxe, fatigué et vide, quand il entendit ce son. Un sanglot fin et brisé de jeune fille, une supplication. Au coin de l'immeuble, dans l'ombre d'un vieux platane, 3 hommes plaquaient une fille, la traînaient vers une voiture. Il la reconnut aussitôt, Claire Beaumont du bâtiment 7, mince comme un roseau, avec d'immenses yeux effrayés. Quelque chose cliqua à l'intérieur de lui. La fatigue s'évapora. Il ne pressa pas le pas, il le changea. Sa démarche devint différente, souple, élastique et prédatrice. Il surgit devant eux de l'ombre, barrant silencieusement le chemin. « Eh gamin, tu t'es perdu ?» demanda l'un d'eux, le plus grand, avec un sourire paresseux sur ses lèvres fines. « Lâchez-la !» La voix de Mathieu résonna étrangement calme et basse. Il fut lui-même surpris par ce calme derrière lequel bouillonnait une rage glacée. « Sinon quoi ?» s'avança le deuxième, trapu avec un visage qui ressemblait à une crêpe pas assez cuite. Mathieu ne répondit pas. Il posa lentement, presque théâtralement, son sac par terre, et dans ce simple mouvement, il y avait plus de menace que dans n'importe quel cri. Il prit sa garde, et toute sa silhouette se transforma en corde tendue. « Sinon, je vous envoie à l'hôpital. » Le boutonneux, après ces mots de Mathieu, éclata d'un rire court et mauvais, puis projeta son poing en avant. Ce ne fut pas un combat, ce fut une danse. Ils bougeaient par instinct, aiguisés à la perfection par des centaines d'heures dans la salle. Leur rage maladroite se brisait contre sa géométrie précise de mouvement. Esquive, parade, coup court et sec dans le plexus solaire. Le premier se plia en deux, cherchant son air. Le deuxième tenta de le prendre par derrière, mais Mathieu, en pivotant sur son talon, le cueillit d'un coup dur à la mâchoire. Mais ils étaient 3. Le boutonneux rugissant se jeta sur lui de toute sa masse, et le troisième, le plus grand, plongea vers ses jambes. Ce fut une lutte visqueuse et épuisante au sol. Les forces fondaient, mais l'adrénaline était un feu dans son sang, et devant ses yeux se tenait son visage en larmes à elle, et il se libéra, et se remit debout. « Ah, les salauds !» retentit un cri perçant de femme depuis le balcon du 3e étage. « J'appelle la police. » Ce fut le signal. Les chacals lâches, comprenant que le spectacle était terminé, filèrent vers la voiture et se volatilisèrent dans la pénombre du soir. Mathieu, respirant lourdement, se retourna. Claire se tenait à côté, serrant contre elle son sac de sport. Elle était pâle, mais dans ses yeux brûlait un feu nouveau et inconnu de lui. « Merci beaucoup, murmura-t-elle. »« Merci à toi. » Mathieu essuya du revers de sa paume sa lèvre fendue, sentant le goût salé familier. « J'ai vu comment tu as frappé celui-là avec le sac. Si tu n'avais pas été là, qu'est-ce qui se serait passé ? » ?»« Je ne sais pas. » Elle secoua la tête, ne croyant toujours pas à son salut. Ils passaient en voiture, et soudain ils se sont arrêtés. Ils m'ont attrapé et ont commencé à me traîner. Mathieu sentit la rage froide se réveiller à nouveau dans sa poitrine. « Des ordures ? Viens, je te raccompagne chez toi. » Ils marchèrent en silence à travers la cour. Claire lui jeta des regards à la dérobée. Mathieu sentait son regard, et quelque chose d'étrange et de nouveau se réveillait en lui. « Tu habites bâtiment 7, non ?»« Oui, murmura-t-elle. « 7e étage. » Elle s'arrêta près de l'entrée et le regarda, et dans ses yeux, il vit quelque chose qui le fit tressaillir. « Mathieu, je peux te poser une question ?» Il hocha la tête. Elle fit un pas vers lui, se dressa sur la pointe des pieds et murmura tout près de son visage « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Il resta figé, sentant la chaleur de son souffle sur sa joue. Son cœur martelait sa poitrine comme un fou. « Si tu veux, » répondit-il d'une voix rauque, et elle l'embrassa. Ce baiser fut comme une étincelle qui embrasa tout ce qui était caché en lui depuis si longtemps. Le temps s'arrêta dans cette cour sombre de Lyon, et il n'y eut plus que ses lèvres douces et tremblantes contre les siennes, le battement fou de son cœur et l'odeur de son parfum léger qui se mêlait à l'air chaud de la nuit d'été. Quand elle se détacha de lui, ses joues étaient roses et dans ses yeux brillait une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je voulais le faire depuis longtemps, » murmura Claire en baissant les yeux, « depuis que tu as frappé Julien Marchand l'année dernière parce qu'il m'avait insulté devant tout le lycée. » Mathieu se souvenait de ce jour. Julien était un imbécile arrogant qui pensait que son père riche lui donnait tous les droits. Il avait traîné Claire de tous les noms devant la grille du lycée et Mathieu lui avait cassé le nez d'un seul coup. 3 jours d'exclusion, mais ça en valait la peine. « Tu te souviens de ça ?» murmura-t-il surpris. Claire sourit,
Et ce sourire illumina son visage comme un rayon de soleil perçant les nuages. Comment pourrais-je oublier? Tu as été mon héros ce jour-là. Et aujourd'hui aussi. Elle se pencha de nouveau vers lui et l'embrassa encore, plus longuement cette fois, avec plus d'assurance. Puis elle recula, tenant toujours son sac de sport contre elle comme un trophée. « Je dois y aller. Mes parents vont s'inquiéter. Mais Mathieu, demain soir, tu veux qu'on se voie? On pourrait marcher le long des quais ?» Il hocha la tête, incapable de parler. Sa gorge était nouée par une émotion qu'il ne savait pas nommer. « Oui, réussit-il enfin à articuler. 19h, quai Saint-Antoine? Parfait, murmura-t-elle. À demain, Mathieu. Et merci encore, pour tout. » Elle disparut dans l'entrée de l'immeuble, et il resta là, seul dans la cour, touchant du bout des doigts ses lèvres encore chaudes de leur baiser. Le monde venait de changer. Il ne comprenait pas encore comment ni pourquoi, mais il le sentait dans chaque cellule de son corps. Le lendemain soir, il arriva avec 20 minutes d'avance. Il avait mis sa meilleure chemise blanche, celle que sa mère repassait pour les occasions spéciales, et s'était aspergé d'eau de Cologne de son père. Il faisait les 100 pas sur le quai, regardant couler la Saône, essayant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Quand il la vit descendre les marches qui menaient au quai, son souffle se coupa. Elle portait une robe d'été légère couleur lavande qui dansait autour de ses jambes et ses cheveux châtains flottaient librement sur ses épaules. Elle était belle à en pleurer. « Pardon pour le retard », dit-elle en s'approchant, légèrement essoufflée. « J'ai dû aider maman à la cuisine. »« Tu n'es pas en retard ?» répondit Mathieu. « Je suis arrivé trop tôt. » Ils commencèrent à marcher le long du quai, côte à côte, si proches que leurs épaules se touchaient de presque. La lumière dorée du soir se reflétait sur l'eau, et la ville semblait retenir son souffle avec eux. « Tu sais, » commença Claire doucement, « je ne t'ai jamais vraiment remercié pour ce que tu as fait hier. Ces hommes, je ne sais pas ce qu'ils voulaient, mais j'avais tellement peur. N'en parlons plus, » dit Mathieu fermement. « C'est fini maintenant. Ils ne te toucheront plus jamais. » Elle glissa sa main dans la sienne, et ce simple geste fit exploser son cœur. Ils marchèrent ainsi en silence pendant un long moment, savourant la douceur de ce contact, la proximité de leur corps, la magie de cet instant suspendu. « On dit que les traboules du vieux lion sont tentées, » murmura Claire soudain. « Tu y crois, toi, aux fantômes ?» Mathieu sourit. « Je crois que les seuls fantômes qui existent sont ceux qu'on porte en soi. Les regrets, les peurs, les choses qu'on n'ose pas dire. Alors il faut oser, » dit-elle en s'arrêtant et en se tournant vers lui. « Il faut tout dire, tant qu'on en a le temps. » Mathieu plongea son regard dans le sien. « Qu'est-ce que tu veux me dire, Claire ?» Elle prit une grande inspiration, et dans la lumière déclinante du soir, il vit ses joues devenir roses. « Je veux te dire que je pense à toi depuis des mois, que je guette ton passage dans la cour, que je détourne les yeux chaque fois que tu me regardes parce que j'ai peur que tu vois tout ce que je ressens. Que hier, quand tu m'as sauvé, j'ai compris que je ne voulais plus me cacher. » Le cœur de Mathieu tambourinait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. « Claire, » murmura-t-il d'une voix rauque, « moi aussi je pense à toi, tout le temps. Pendant l'entraînement, pendant les cours, le soir avant de dormir, tu es partout dans ma tête. » Il prit son visage entre ses mains, doucement, comme si elle était en porcelaine précieuse. « Je ne suis pas très doué avec les mots, mais je sais ce que je ressens. Et ce que je ressens pour toi, c'est quelque chose de si grand que ça me fait peur. » Elle posa ses mains sur les siennes, les yeux brillants de larmes non versées. « N'aie pas peur, Mathieu. Moi aussi j'ai peur, mais ensemble, on sera plus fort. » Il l'embrassa alors, là sur le quai Saint-Antoine, tandis que le soleil couchant embrasait la Saône et que les premières lumières de la ville s'allumaient une à une. Ce fut un baiser différent de celui de la veille, plus profond, plus vrai, un baiser qui scellait une promesse qu'ils ne savaient pas encore formuler. Les jours qui suivirent furent les plus beaux de leur vie. Ils se voyaient chaque soir, se promenaient dans le parc de la Tête d'Or, se perdaient dans les traboules secrètes du Vieux Lion, s'asseyaient sur les marches de la basilique de Fourvière pour regarder la ville s'étendre à leurs pieds comme un tapis de lumière. Ils parlèrent de tout et de rien, découvrant l'un chez l'autre des trésors insoupçonnés. Claire lui raconta son rêve de devenir professeur de littérature, sa passion pour les livres, sa relation compliquée avec son père qui voulait qu'elle reprenne son commerce de tissus. Mathieu lui confia son désir de servir son pays, de faire quelque chose qui compte vraiment, de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. « Comme tu m'as protégé », murmura-t-elle en posant sa tête sur son épaule. Ils étaient assis sur un banc du parc, et la nuit était douce et parfumée. « Oui, comme je t'ai protégé, et comme je te protégerai toujours. » Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard, il vit passer une ombre d'inquiétude. « Toujours, c'est un bien grand mot, Mathieu. Qu'est-ce qui se passera quand tu partiras ? Quand tu iras servir ton pays, comme tu le dis, je reviendrai, dit-il fermement. Je te le promets. Quoi qu'il arrive, où que j'aille, je reviendrai toujours vers toi. C'est une promesse que tu ne peux pas tenir, murmura-t-elle tristement. Personne ne peut promettre ça. La vie décide pour nous. Il prit son menton entre ses doigts, la forçant à le regarder. Claire Beaumont, écoute-moi bien. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve.
Je ne sais pas où je serai dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais je sais une chose avec certitude. Tu es la seule personne au monde pour qui je veux revenir. Tu es mon port d'attache, mon phare dans la tempête. Sans toi, je ne suis rien. Les larmes roulèrent sur les joues de Claire et elle se jeta dans ses bras, s'accrochant à lui comme si elle voulait le fondre en elle. « Promets-le-moi encore, sanglota-t-elle. Promets-moi que tu reviendras. Je te le promets, murmura-t-il en caressant ses cheveux. Je te le promets sur tout ce qui m'est cher, sur ma vie, sur mon honneur, sur mon amour pour toi. Je reviendrai toujours. » Ils restèrent ainsi enlacés pendant des heures, tandis que la nuit enveloppait le parc de son manteau d'étoiles et que le vent murmurait dans les feuilles des arbres des secrets que seuls les amoureux peuvent comprendre. Les semaines passèrent comme un rêve éveillé. Mathieu et Claire étaient inséparables. On les voyait partout ensemble, main dans la main, souriant au monde entier. Les parents de Claire finirent par céder devant l'évidence de leur amour. La mère de Mathieu, Sylvie, une femme douce aux yeux rieurs, adopta immédiatement Claire comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Son père, Jacques, ancien ouvrier chez Renault, regardait son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Un soir, alors que Mathieu rentrait tard d'un entraînement, il trouva son père assis dans la cuisine, une tasse de café froid devant lui. « Assieds-toi, fils, » dit Jacques sans lever les yeux. « On doit parler. » Mathieu s'assit, sentant le poids de ce qui allait suivre. « Tu l'aimes vraiment, cette petite, n'est-ce pas ?» demanda son père. « Oui, papa. Plus que tout au monde. » Jacques hocha lentement la tête. « Je le vois bien. On le voit tous. Et c'est justement ça qui m'inquiète. » Il leva enfin les yeux vers son fils, et dans son regard, Mathieu lut toute la sagesse amère d'un homme qui avait connu sa part de souffrance. « Tu veux t'engager dans l'armée, dans les services spéciaux. C'est un chemin difficile, Mathieu. Un chemin qui ne laisse pas beaucoup de place pour l'amour, pour la famille, pour la vie normale. Je le sais, papa, dit Mathieu doucement. Mais je ne peux pas faire autrement, c'est ma vocation. Jacques soupira profondément. Je ne te dis pas de renoncer à ton rêve, fils. Je te dis juste de réfléchir au prix que tu devras payer. Et surtout au prix qu'elle devra payer. L'attente, la solitude, la peur constante. C'est beaucoup demander à une jeune fille. Mathieu serra les poings sur la table. Elle est forte, papa. Elle comprend. Jacques posa sa large main calleuse sur celle de son fils. J'espère que tu as raison, mon garçon. J'espère vraiment que tu as raison. Parce que l'amour, le vrai, c'est rare. Et quand on le trouve, il faut tout faire pour ne pas le perdre. L'été touchait à sa fin. Et avec lui s'approchait le moment que Mathieu redoutait plus que tout. Il avait postulé pour intégrer la formation de la DGSI, et sa candidature avait été acceptée. Le départ était prévu pour début septembre. Il devait le dire à Claire, mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, les mots restèrent coincés dans sa gorge. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur banc préféré, dans le parc de la Tête d'Or, Claire se tourna vers lui et posa sa main sur la sienne. « Tu as quelque chose à me dire, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Je le vois dans tes yeux depuis des jours. » Mathieu sentit son cœur se serrer. Comment faisait-elle pour le lire aussi facilement? Il prit une grande inspiration et se lança. « J'ai été accepté, Claire. Formation à Paris. Je pars dans 2 semaines. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire retira lentement sa main de la sienne, et Mathieu vit son visage se fermer comme une porte qu'on claque. « 2 semaines, répéta-t-elle d'une voix blanche. Tu le sais depuis quand ? Depuis 3 jours, avoua-t-il. Je ne savais pas comment te le dire. Elle se leva brusquement, les bras croisés sur la poitrine, le dos tourné vers lui. 3 jours. Tu as attendu 3 jours avant de me le dire. Nous avons passé 3 soirées ensemble, et tu n'as rien dit. Claire, je t'en prie, essaie de comprendre. Elle se retourna vivement, et il vit des larmes briller dans ses yeux. Comprendre quoi, Mathieu? Que tu pars, que tu me laisses ici. Que tout ce qu'on a vécu cet été n'était qu'un mensonge. Ce n'était pas un mensonge, protesta-t-il en se levant à son tour. Rien de ce que nous avons vécu n'était un mensonge. Je t'aime, Claire, plus que tout au monde. Alors pourquoi tu pars? Cria-t-elle, et sa voix se brisa sur le dernier mot. Pourquoi tu me laisses si tu m'aimes tant? Parce que je dois le faire, répondit-il en s'approchant d'elle. C'est ma vocation, Claire. C'est ce que je suis, mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Elle recula d'un pas, levant les mains pour le tenir à distance. Ne me touche pas. Pas maintenant, j'ai besoin de réfléchir. Mathieu sentit la panique monter en lui. Claire, je t'en prie, ne me repousse pas. Nous pouvons traverser ça ensemble. Elle secoua la tête, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Je ne sais pas si je peux, Mathieu. Je ne sais pas si je suis assez forte pour t'attendre en me demandant chaque jour si tu vas revenir, si tu penses encore à moi, si tu m'aimes encore. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, dit-il avec ferveur. Tu as survécu à cette agression. Tu as survécu à tant de choses, tu peux survivre à ça aussi. Ce n'est pas la même chose, murmura-t-elle. Cette nuit-là, j'ai eu peur de mourir. Mais avec toi, j'ai peur de vivre. J'ai peur de vivre en sachant que tu es loin, que tu es en danger, que je ne peux pas te protéger comme tu m'as protégé.
Mathieu franchit la distance qui les séparait et la prit dans ses bras, malgré sa résistance. Elle se débattit un instant, puis s'effondra contre lui, sanglotant dans son cou. « Je ne veux pas que tu partes, hoqueta-t-elle. Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas, murmura-t-il en caressant ses cheveux. Je te le promets. Je t'écrirai chaque fois que je pourrai. Je t'appellerai. Et je reviendrai. Quand demanda-t-elle en levant vers lui son visage baigné de larmes. Dans 1 an? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Je ne sais pas, avoua-t-il honnêtement. Mais je reviendrai. Et quand je reviendrai, je serai digne de toi. Je serai l'homme que tu mérites. Elle posa sa main sur sa joue, et dans son regard, il vit toute la douleur et tout l'amour du monde. Tu es déjà cet homme, Mathieu. Tu l'as toujours été. Ils restèrent enlacés jusqu'à ce que la nuit tombe complètement sur le parc, jusqu'à ce que le gardien vienne leur dire qu'il était temps de partir. En marchant vers la sortie, Claire glissa de nouveau sa main dans la sienne. « Si tu pars, dit-elle d'une voix calme et déterminée, je t'attendrai. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas si j'en aurai la force, mais je t'attendrai. Parce que moi aussi je t'aime, Mathieu Rivière. Et l'amour, le vrai, mérite qu'on se batte pour lui. » Les 2 semaines qui suivirent furent les plus douces et les plus cruelles de leur vie. Ils passèrent chaque instant ensemble, gravant dans leur mémoire chaque détail, chaque sourire, chaque baiser. Comme si ces souvenirs devaient les nourrir pendant les longues années de séparation qui s'annonçaient. La veille de son départ, Mathieu emmena Claire au sommet de la colline de Fourvière. La ville s'étendait à leurs pieds, scintillante de 1000 feux dans la nuit d'été. « Regarde cette ville, dit-il en la tenant serrée contre lui. C'est notre ville, Claire. C'est ici que je t'ai rencontrée, ici que je suis tombé amoureux de toi, ici que je t'ai promis de revenir et je tiendrai ma promesse. Chaque fois que tu te sentiras seul, viens ici, regarde ces lumières et souviens-toi que quelque part, sous les mêmes étoiles, je pense à toi. » Claire se tourna vers lui, et à la lueur de la lune, il vit qu'elle souriait malgré les larmes qui brillaient dans ses yeux. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-elle en sortant de son sac, une petite boîte enveloppée de papier bleu. Mathieu l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, sur un lit de velours noir, reposait une médaille de Saint-Christophe attachée à une chaîne en argent. « Le saint patron des voyageurs, » murmura Claire. « Pour te protéger, quand je ne serai pas là. » Mathieu sentit sa gorge se nouer. Il prit la médaille et la passa autour de son cou. Elle était encore chaude de la chaleur du corps de Claire. « Je la porterai toujours, promit-il, chaque jour, chaque nuit, jusqu'à ce que je revienne vers toi. Moi aussi j'ai quelque chose pour toi, dit-il en sortant de sa poche un petit paquet. Claire l'ouvrit avec des mains tremblantes. C'était un livre ancien, relié de cuir rouge, avec des pages jaunies par le temps. Les contemplations de Victor Hugo, lut-elle à voix haute. « C'était à ma grand-mère, » expliqua Mathieu. « Elle me l'a donné avant de mourir. Elle disait que c'était le plus beau livre d'amour jamais écrit. Regarde la page que j'ai marquée. » Claire ouvrit le livre à la page cornée et lut à voix haute dans la lumière de la lune. « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. » Sa voix se brisa sur le dernier vers, et elle ferma le livre en le serrant contre son cœur. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « C'est exactement ce que je ressens. » Ils s'embrassèrent alors, un baiser long et désespéré. Un baiser qui avait le goût du sel des larmes et de la promesse d'un avenir incertain. Autour d'eux, la ville continuait de vivre, indifférente à leur drame, mais pour eux, le monde entier s'était réduit à cet instant, à cette étreinte, à cet amour qui les consumait. Le lendemain matin, sur le quai de la gare de Lyon-Part-Dieu, ils se tinrent face à face, incapables de lâcher les mains de l'autre. Le train pour Paris allait partir dans quelques minutes, et chaque seconde qui passait était une torture. « Ne m'oublie pas, » murmura Claire, d'une voix étranglée. « Comment pourrais-je t'oublier ?» répondit Mathieu. « Tu es gravé dans mon cœur, dans mon âme, dans chaque battement de mon pouls. Où que j'aille, quoi que je fasse, tu seras avec moi. Écris-moi, supplia-t-elle. Même si ce n'est qu'un mot, même si ce n'est qu'une ligne, j'ai besoin de savoir que tu penses à moi. Je t'écrirai, promit-il, chaque fois que je le pourrai. » Le haut-parleur annonça le départ imminent du train. Mathieu sentit son cœur se déchirer. Il devait partir maintenant, ou il ne partirait jamais. Il prit le visage de Claire entre ses mains et plongea son regard dans le sien. « Attends-moi, Claire Beaumont. Quoi qu'il arrive, où que je sois, je reviendrai vers toi. C'est une promesse. » Elle hocha la tête, incapable de parler, et il l'embrassa une dernière fois avant de se détacher d'elle et de monter dans le wagon. Il se pencha par la fenêtre, la cherchant des yeux sur le quai bondé. Elle était là, debout toute seule, petite et fragile dans sa robe d'été blanche, une main levée en signe d'adieu. Le train s'ébranla lentement, et Mathieu la regarda jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un point minuscule dans la foule, puis plus rien du tout. Il s'assit sur son siège, la médaille de Saint-Christophe serrée dans son poing, et sentit les larmes brûlantes rouler sur ses joues. Il venait de laisser derrière lui la moitié de son âme, et il ne savait pas quand il la reverrait. Les 8 années qui suivirent furent un gouffre de silence et d'absence.
Mathieu disparut dans les méandres de la DGSI, englouti par un monde d'ombre et de secrets où les noms n'existaient plus, où les visages changeaient comme les saisons, où la vie se mesurait en mission accomplie et en danger évité de justesse. Il écrivit à Claire au début, des lettres courtes, prudentes, vidées de tout détail compromettant, des mots creux qui ne disaient rien de ce qu'il vivait vraiment, de l'homme qu'il était en train de devenir. Il parlait de Paris, de la pluie, du froid, mais jamais de la peur qui lui tordait les entrailles avant chaque opération, jamais de la violence qu'il avait appris à infliger avec une précision chirurgicale, jamais des nuits blanches où il se réveillait en sursaut avec le goût du sang dans la bouche. Claire répondait fidèlement. Elle lui racontait Lyon, les quais de la Saône qui changeaient de couleur avec les saisons, le parc de la Tête d'Or où elle allait marcher chaque dimanche en pensant à lui, les progrès de ses études de lettres. Elle lui parlait de son père qui avait vendu son commerce de tissus et pris sa retraite, de sa mère qui lui demandait toujours des nouvelles de ce gentil garçon Mathieu. Mais au fil des mois, les lettres s'espacèrent. De toutes les 2 semaines, elles passèrent à 1 fois par mois, puis tous les 2 mois. Non pas parce que l'amour s'éteignait, mais parce que la distance entre leurs 2 mondes devenait infranchissable. Comment raconter une vie quand on ne peut rien dire de ce qu'on fait vraiment ? Comment maintenir un lien quand chaque mot doit être pesé, censuré, vidé de sa substance? Les appels téléphoniques étaient encore plus rares. Mathieu appelait de cabine publique, changeant de lieu à chaque fois, parlant vite, surveillant constamment les alentours. « Claire, c'est moi. Comment vas-tu ? Ça va bien, je t'entends mal. Où es-tu ? Je ne peux pas te le dire. Tu sais bien. » Le silence qui suivait était lourd de tous les mots qu'il ne pouvait pas prononcer. « Quand est-ce que tu reviens ? Je ne sais pas. Bientôt, j'espère. » Un autre silence, plus long. Plus douloureux. Tu me manques, Mathieu. Tellement, toi aussi tu me manques. Chaque jour, chaque nuit, je pense à toi tout le temps. Est-ce que tu portes toujours la médaille que je t'ai donnée ? Toujours. Je ne l'enlève jamais. Et toi, tu as toujours le livre ? Oui. Je le lis et je relis. Je connais tous les poèmes par cœur maintenant. Un bip sonore indiquait que le temps de communication touchait à sa fin. Je dois raccrocher, Claire. Prends soin de toi. Toi aussi. Je t'aime aussi. Ne m'oublie pas. Jamais. Et la ligne coupait, laissant Claire seule avec le silence du combiné, et Mathieu seul avec le poids de tous les mensonges qu'il devait vivre. Les missions se succédaient. Toulouse, Marseille, puis l'étranger. Des noms de villes qu'il ne pouvait pas prononcer. Des visages qu'il devait oublier, des identités qu'il endossait et abandonnait comme des vêtements usés. Il apprit à mentir avec un naturel effrayant, à sourire en pensant à tuer, à trahir pour mieux servir. Il devint quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus quand il se regardait dans le miroir. La seule constante dans ce tourbillon d'identités factices était la médaille de Saint-Christophe qui pendait toujours à son cou, cachée sous sa chemise, contre sa peau, battant au rythme de son cœur. C'était son ancre, son point de repère, la preuve qu'il avait été quelqu'un avant de devenir personne. Lors de la 5e année de séparation, Mathieu fut grièvement blessé lors d'une opération qui tourna mal à Strasbourg. Une balle avait traversé son épaule, manquant de peu l'artère sous-clavière. Il passa 3 semaines à l'hôpital sous une fausse identité, avec interdiction formelle de contacter quiconque de sa vie antérieure. C'est durant ces longues journées d'immobilité forcée que la réalité le frappa de plein fouet. Il était en train de perdre Claire. Pas parce qu'elle cessait de l'aimer, mais parce qu'il était en train de devenir un fantôme, une absence, un souvenir qui s'estompait inexorablement. Que pouvait-elle faire d'autre que continuer à vivre ? Que pouvait-il espérer d'elle sinon qu'elle trouve le bonheur qu'il ne pouvait pas lui donner ? Cette pensée le tortura plus que la blessure elle-même. Quand il sortit enfin de l'hôpital, il écrivit une lettre différente des autres. Une lettre vraie, crue, douloureuse. Claire, je ne sais pas si tu attends encore quelque chose de moi, je ne sais même pas si tu lis encore mes lettres. 8 ans ont passé depuis ce matin à la gare, et je ne suis toujours pas revenu. Je t'ai promis tellement de choses que je n'ai pas pu tenir. Je t'ai promis de revenir vite, je t'ai promis de t'écrire souvent. Je t'ai promis que rien ne changerait entre nous. J'ai menti, pas volontairement, mais j'ai menti quand même. Tout a changé. Moi, j'ai changé. Je ne suis plus le garçon que tu as embrassé sur le quai de la gare, je suis quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un que tu ne reconnaîtrais peut-être pas, quelqu'un que tu n'aimerais peut-être pas. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, mon amour pour toi. Il est toujours là, intact, brûlant, douloureux. C'est la seule partie de moi qui soit encore vivante, encore humaine. Quand tout le reste s'effondre, quand je ne sais plus qui je suis, ni pourquoi je fais ce que je fais, je pense à toi et je me souviens. Je me souviens du garçon que j'étais quand tu m'as embrassé pour la première fois. Je me souviens de l'homme que je voulais devenir pour toi.
et je me dis que peut-être un jour je pourrai redevenir cet homme. Mais je ne peux pas te demander de m'attendre encore. Ce serait égoïste et cruel. Tu as le droit de vivre, d'être heureuse, d'aimer quelqu'un qui sera là pour toi, pas un fantôme qui n'apparaît que dans des lettres de plus en plus rares. Alors je te libère de ta promesse, Claire. Si tu rencontres quelqu'un, si tu tombes amoureuse, si tu veux construire une vie avec un homme qui sera présent, ne te sens pas coupable. Tu ne me trahiras pas, tu choisiras simplement la vie plutôt que l'attente. Mais sache ceci, où que je sois, quoi que je fasse, tu resteras l'amour de ma vie, la seule, l'unique. Et si un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, nos chemins se croisent à nouveau, je serai là. Je serai toujours là pour toi. Je t'aime, Claire Beaumont, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, Mathieu. Il posta la lettre et attendit une réponse qui ne vint jamais. Les semaines passèrent, puis les mois. Rien. Le silence était assourdissant. Dévastateur. Il se dit qu'elle avait enfin décidé de tourner la page, qu'elle avait choisi de vivre plutôt que d'attendre un homme qui ne reviendrait peut-être jamais. Cette pensée le déchira, mais en même temps, elle le libéra. Il pouvait maintenant se consacrer entièrement à son travail, sans le poids constant de la culpabilité. Il pouvait risquer sa vie sans se demander qui pleurerait si elle s'arrêtait. Il devint meilleur, plus efficace, plus impitoyable. Ses supérieurs remarquèrent le changement. On lui confia des missions de plus en plus délicates, de plus en plus dangereuses. Il les accomplissait toutes avec une précision mécanique, sans état d'âme, sans question, jusqu'à ce jour de juillet où tout bascula. C'était une opération de routine, protéger le préfet Laurent Mercier lors d'une visite officielle à Lyon. Oui, Lyon. Après 8 ans d'absence, le destin le ramenait dans sa ville natale. Il avait essayé de se faire remplacer, invoquant des raisons personnelles, mais son chef avait été inflexible. « Tu es le meilleur, Rivière. C'est toi qui vas à Lyon. » Il était arrivé la veille, incognito, pour repérer les lieux. Il avait marché dans les rues de son enfance comme un étranger, reconnaissant tout et ne reconnaissant rien. La ville avait changé, ou peut-être était-ce lui qui avait changé. Il était passé devant l'immeuble où vivait Claire, mais il n'avait pas osé monter. À quoi bon ? Elle avait sûrement refait sa vie. Il n'avait plus sa place dans son histoire. Le jour de l'attentat, il était positionné à 3 mètres du préfet, sur la place Bellecour. Le soleil tapait fort, l'asphalte était brûlant, la foule était compacte. Il scrutait chaque visage, chaque mouvement, chaque geste suspect. C'est alors qu'il le vit. Un homme jeune, cheveux courts, veste trop chaude pour la saison, la main droite dans la poche, le regard fixe, concentré, mortel. Tout se passa en une fraction de seconde. L'homme sortit le pistolet. Mathieu cria et se jeta sur le préfet. 3 détonations claquèrent dans l'air chaud de l'été. 3 impacts qui le frappèrent en pleine poitrine. Le gilet pare-balles absorba une partie du choc, mais pas tout. La douleur explosa en lui comme une supernova. Il s'effondra sur l'asphalte brûlant, le goût du sang dans la bouche, la vision qui se brouillait. La dernière chose qu'il vit avant de sombrer dans l'inconscience fut le ciel bleu de Lyon. Le même ciel sous lequel il avait embrassé Claire pour la première fois, tant d'années auparavant. Et dans ce moment suspendu entre la vie et la mort, il pensa à elle. Il pensa à son sourire, à ses yeux, à la promesse qu'il n'avait jamais pu tenir. Et il se dit que s'il devait mourir aujourd'hui, au moins ce serait ici, dans leur ville, sous leur ciel. Au moins, d'une certaine façon, il serait enfin revenu vers elle. 6 mois plus tard, Mathieu Rivière descendit du train en gare de Lyon-Perrache. Il portait un vieux blouson élimé, un jean délavé et des chaussures si fatiguées qui avaient méconnu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient plus longs, mal coiffés, et une barbe de plusieurs jours mangeait son visage. Il avait l'allure d'un homme qui avait échoué dans la vie, qui revenait au bercail, la queue entre les jambes. C'était exactement l'image qu'il voulait projeter. Sa blessure était guérie, mais les cicatrices étaient encore roses et douloureuses sous sa chemise. Le préfet Mercier avait tenu parole. Promotion au grade de capitaine, médaille du courage, et maintenant cette nouvelle mission, la plus importante de sa carrière, infiltrer le réseau de corruption qui gangrénait la région lyonnaise depuis des années. Le nom qui revenait sans cesse dans les écoutes et les rapports était celui de Vincent Delorme, un entrepreneur en bâtiment qui avait fait fortune en une décennie grâce à des marchés publics douteux. Delorme était intouchable, protégé par un réseau d'amitiés politiques et policières qui remontait jusqu'au plus haut niveau de l'administration régionale. Mathieu devait s'approcher de lui, gagner sa confiance, travailler pour lui et recueillir les preuves qui permettraient de démanteler toute cette organisation. Une opération qui prendrait des mois, peut-être des années. Une opération qui nécessitait qu'il redevienne personne, qu'il efface Mathieu Rivière, capitaine de la DGSI, pour devenir Mathieu Rivière, homme sans avenir, désespéré et prêt à tout. Son père Jacques le reconnut à peine quand il poussa la porte de l'appartement familial du quartier de la Croix-Rousse. « Mon Dieu, Mathieu !»
murmura-t-il en se levant péniblement de son fauteuil. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sa mère Sylvie sortit précipitamment de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle porta ses mains à sa bouche en voyant son fils. « Mathieu, mon chéri, tu es si maigre. Tu es malade ?» « Non, maman, je vais bien, » répondit-il en l'embrassant. « Juste fatigué. Le voyage a été long. » Jacques observait son fils avec attention, et dans son regard, Mathieu lut une compréhension qui le surprit. « Tu es en mission, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « C'est pour ça que tu as cette allure. » Mathieu hésita un instant, puis hocha la tête. « Oui, papa. Mais personne ne doit le savoir. Pour tout le monde, je suis un raté qui rentre au pays parce qu'il n'a rien réussi à Paris. » Jacques serra les lèvres. « Combien de temps ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être longtemps. » Sylvie se laissa tomber sur une chaise, les yeux remplis de larmes. « Mais alors, tu ne peux même pas nous voir? Tu dois faire semblant que tout va mal ?»« C'est nécessaire, maman, » expliqua Mathieu en s'agenouillant devant elle. « Si les gens que je dois approcher découvrent qui je suis vraiment, tout sera fini, et je serai en danger. » Jacques posa sa main sur l'épaule de son fils. « On comprend, fiston, on fera ce qu'il faut. Mais promets-moi une chose, fais attention à toi. Ta mère et moi, on ne pourrait pas survivre si on te perdait. » Les premiers jours furent étranges. Mathieu marchait dans les rues de son enfance comme un fantôme, évitant soigneusement les endroits où il risquait de croiser Claire. Il avait appris par sa mère qu'elle travaillait maintenant dans une agence du Crédit Lyonnais près de la place des Terreaux. Il prenait soin de ne jamais passer par là. Il passait ses journées à traîner dans les cafés, à lire les petites annonces, à jouer le rôle du chômeur désœuvré. Il laissait traîner ses oreilles, écouter les conversations, repérer les lieux où se retrouvaient les hommes d'affaires locaux. C'est ainsi qu'il entendit parler pour la première fois du restaurant Les Trois Dômes, au dernier étage de l'hôtel Sofitel où Vincent Delorme avait ses habitudes. Un soir, Mathieu décida de tenter sa chance. Il enfila son unique costume, un peu trop large maintenant qu'il avait maigri, et se rendit au restaurant. Il n'avait pas de réservation, mais ce n'était pas un problème. Il voulait juste boire un verre au bar, observer, écouter. Il était assis au comptoir depuis une vingtaine de minutes, sirotant lentement un whisky qu'il pouvait à peine se permettre, quand un homme d'une cinquantaine d'années entra dans le restaurant. Grand, corpulent, le visage rougeaud, des cheveux gris, soigneusement coiffés en arrière, un costume qui criait l'argent à 3 mètres. Vincent Delorme en personne. Mathieu le reconnut immédiatement grâce aux photos du dossier. Delorme s'installa à sa table habituelle près de la baie vitrée, avec vue sur Lyon, et commanda une bouteille de vin à 3 chiffres sans même regarder la carte. Mathieu l'observait du coin de l'œil, cherchant une ouverture, une opportunité. Le destin la lui offrit sous la forme d'un serveur maladroit qui trébucha en passant près du bar, renversant un plateau de verre qui se fracassèrent sur le sol dans un bruit assourdissant. Delorme sursauta et se retourna vivement. Une expression de contrariété sur le visage. Son regard croisa celui de Mathieu. Pendant une fraction de seconde, ils se regardèrent, puis Mathieu fit quelque chose d'inattendu. Il leva son verre vers Delorme avec un sourire ironique, comme pour dire que ces accidents faisaient partie de la vie. Delorme, surpris par ce geste, sourit en retour et leva son propre verre. Le contact était établi. 1 heure plus tard, alors que Mathieu s'apprêtait à partir, ne pouvant pas se permettre un deuxième verre, Delorme se leva de sa table et s'approcha du bar. « Vous permettez que je vous offre un verre ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. « J'ai remarqué que vous sirotez le même depuis tout à l'heure. » Mathieu hésita, jouant parfaitement son rôle. « C'est gentil, mais je ne voudrais pas abuser. Pas d'abus entre Lyonnais ?» répondit Delorme en faisant signe au barman. 2 whiskies, les bons, pas la piquette. Il s'installa sur le tabouret à côté de Mathieu. Vincent Delorme se présenta-t-il en tendant une main charnue. « Mathieu Rivière », répondit Mathieu en serrant la main offerte. « Vous êtes du coin ? » ?»« Je le vois à votre accent. »« Né et élevé à la Croix-Rousse », confirma Mathieu. « Mais j'ai passé les dernières années à Paris. »« À Paris », soupira Delorme. « La ville lumière. Vous y faisiez quoi ?»« Un peu de tout », répondit vaguement Mathieu. « Surtout des petits boulots. Ça n'a pas vraiment marché comme je l'espérais. D'où le retour au pays. » Delorme hocha la tête avec compassion. « Je connais ça. J'ai moi-même galéré pendant des années avant de monter ma boîte. C'est dur de percer quand on n'a pas les bonnes relations. Vous cherchez du travail ?» Mathieu fit mine de réfléchir, puis haussa les épaules. « Je cherche surtout à repartir du bon pied, mais si vous connaissez quelque chose, je ne suis pas difficile. J'ai fait un peu de tout. Sécurité, logistique, comptabilité, même si je n'ai pas de diplôme. » Delorme but une gorgée de whisky, observant Mathieu avec attention. « Vous savez quoi, Mathieu ? J'aime bien votre franchise. Pas de belles paroles, pas de faux semblants. Juste un gars qui cherche à s'en sortir. Ça me plaît. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la posa sur le comptoir. « Delorme Construction et Développement. Je suis entrepreneur dans le bâtiment. J'ai toujours besoin de gens fiables. Passez me voir demain matin à 10h à cette adresse. On parlera. » Mathieu prit la carte, feignant la surprise et la gratitude. « C'est vrai ? Je veux dire, vous ne me connaissez même pas. » Delorme sourit, et dans ce sourire, Mathieu vit toute l'arrogance d'un homme habitué à acheter les gens.
Je sais reconnaître quelqu'un qui a faim, dit-il. Et un homme qui a faim est un homme qui travaillera dur pour ne plus jamais avoir faim. J'ai raison? Vous avez raison, confirma Mathieu. Parfait. Alors à demain, Mathieu Rivière. Et bienvenue dans la famille. Ils trinquèrent, et Mathieu but son whisky, en se demandant si Delorme avait la moindre idée qu'il venait d'inviter le loup dans la bergerie. Le lendemain matin, Mathieu se présenta à l'adresse indiquée. C'était un immeuble moderne dans le quartier de la Part-Dieu, tout en verre et en acier, qui criait la réussite. Les bureaux de Delorme Construction occupaient tout le 5e étage. Une réceptionniste souriante le fit entrer dans un bureau spacieux où Delorme l'attendait, assis derrière un immense bureau en bois précieux. « Alors, Mathieu, dit-il en lui faisant signe de s'asseoir, parlez-moi un peu de vous. Qu'est-ce que vous savez faire exactement ?» Mathieu débita l'histoire qu'il avait préparée. Quelques années dans la sécurité privée à Paris, des missions de protection rapprochées, un peu de travail administratif. Rien de très glorieux, mais il était fiable, discret et prêt à apprendre. Delorme l'écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. Quand Mathieu eut terminé, il se pencha en avant, les mains croisées sur le bureau. « Voilà ce que je vais faire pour vous, Mathieu. Je vais vous prendre à l'essai pendant 3 mois. Vous commencerez comme assistant administratif. Rien de compliqué. Gérer des dossiers, suivre des chantiers, faire le lien avec les différents corps de métier. 1800 € par mois pour commencer. Si vous faites l'affaire, on verra pour vous augmenter et vous donner plus de responsabilités. Ça vous va ?» Mathieu fit semblant de réfléchir quelques secondes, puis tendit la main. « Ça me va parfaitement, monsieur Delorme. Merci de me donner cette chance. » Delorme serra sa main avec vigueur. « Appelez-moi Vincent. Ici, on est une famille. Et dans une famille, on se serre les coudes. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. » C'est ainsi que Mathieu Rivière, capitaine de la DGSI, entra dans l'univers de Vincent Delorme. C'est ainsi que le piège se referma. Non pas sur lui, mais sur ceux qu'il était venu traquer. Le jeu venait de commencer. Et cette fois, Mathieu était déterminé à le gagner, quoi qu'il en coûte. Les premières semaines chez Delorme Construction furent une plongée dans un monde que Mathieu connaissait bien en théorie, mais qu'il découvrait maintenant de l'intérieur. L'entreprise était une façade respectable, cachant un réseau sophistiqué de corruption. Les chantiers de construction de logements sociaux dans le nouveau quartier de Confluence, la rénovation des routes de l'agglomération lyonnaise, l'aménagement d'espaces publics, tout passait par Delorme, et tout était truqué. Les appels d'offres étaient rédigés sur mesure pour éliminer la concurrence. Les devis étaient nets gonflés de 30 à 40%, la différence se répartissant entre Delorme et ses complices dans l'administration. Les matériaux de qualité inférieure remplaçaient ceux prévus dans les cahiers des charges, personne ne venait vérifier. L'argent coulait à flot et tout le monde y trouvait son compte. Mathieu jouait son rôle à la perfection. L'employé modèle, discret, efficace, qui ne posait pas de questions embarrassantes. Il classait les dossiers, suivait les chantiers, prenait des notes. Et chaque soir, dans la chambre minable qu'il louait près de la gare, il transcrivait tout ce qu'il avait vu et entendu dans un rapport codé qu'il transmettait à ses supérieurs. 1 mois après son arrivée, Delorme l'invita à déjeuner dans un restaurant chic du Vieux-Lyon. C'était un test, Mathieu le savait, une façon d'évaluer sa loyauté, sa capacité à fermer les yeux sur ce qui se passait vraiment. « Tu te plais chez nous, Mathieu ?» demanda Delorme en attaquant son foie gras. « Beaucoup », répondit Mathieu. « C'est exactement ce dont j'avais besoin. Un travail stable, une équipe sympa. » Delorme sourit. « Tu es un garçon intelligent. Je l'ai vu dès le premier soir. Tu comprends vite, tu poses pas de questions inutiles. C'est bien. » Il se pencha légèrement en avant, baissant la voix. « Dans notre métier, Mathieu, il faut savoir regarder ailleurs parfois. Tu comprends ce que je veux dire ?» Mathieu soutint son regard sans ciller. « Je comprends que les affaires sont les affaires, et que la loyauté vaut plus que tous les diplômes du monde. » « Exactement, » approuva Delorme en levant son verre. « À la loyauté. » Ils trinquèrent, et Mathieu sut qu'il venait de franchir une étape. Delorme lui faisait confiance maintenant. Les portes allaient s'ouvrir. C'est 3 jours plus tard que Mathieu la vit. Il sortait d'un chantier dans le quartier de la Guillotière quand il la reconnut de l'autre côté de la rue. Claire, 8 ans s'étaient écoulés, mais il l'aurait reconnue entre mille. Elle portait un tailleur sobre, un sac à main en bandoulière et marchait d'un pas pressé vers l'arrêt de tramway. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs, plus femme, plus assurée. Mais avec cette même grâce qui l'avait fait tomber amoureux à 18 ans. Son cœur s'emballa. Chaque fibre de son être lui hurlait de traverser la rue, de courir vers elle, de la prendre dans ses bras. Mais il ne bougea pas. Il ne pouvait pas. Pas maintenant. Pas dans cette mission. Pas tant qu'il était Mathieu Rivière l'infiltré. Et non Mathieu Rivière l'homme qu'il aimait. Il la regarda monter dans le tramway et disparaître, et ce fut comme si on lui arrachait le cœur une seconde fois. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta allongé dans le noir, la médaille de Saint-Christophe serrée dans son poing, pensant à elle. Était-elle heureuse ? Avait-elle trouvé quelqu'un ? L'avait-elle oublié ? Ces questions le torturaient, mais il n'avait pas le droit d'y répondre. Pas encore.
Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Claire Beaumont vivait son propre cauchemar. Cela avait commencé 3 semaines plus tôt, quand sa mère Geneviève s'était effondrée dans la cuisine. Une tumeur au cerveau, avait dit le neurologue de l'hôpital Édouard Herriot. Opérable, mais complexe. Et surtout, très coûteuse si on voulait le meilleur chirurgien, celui qui avait les meilleurs taux de réussite. 15 000 €. Une somme astronomique pour Claire, qui vivait avec un salaire modeste d'employée de banque. Elle avait demandé un prêt à sa propre banque, refusé, trop risqué, pas assez de garantie. Elle avait contacté tous les organismes d'aide, toutes les associations. Les délais étaient trop longs, les dossiers trop complexes. Sa mère n'avait pas le temps d'attendre. Elle avait besoin de cette opération maintenant, dans les 6 prochaines semaines. Sinon, il serait trop tard. Claire était désespérée. Elle passait ses nuits à chercher des solutions, à refaire ses comptes, à calculer et recalculer. Rien. Elle n'avait pas l'argent. Elle ne pouvait pas sauver sa mère. C'est dans cet état de détresse absolue qu'elle croisa Vincent Delorme. C'était un vendredi après-midi. Claire était à son guichet au Crédit Lyonnais quand Delorme entra pour effectuer un dépôt. Il était client de l'agence depuis des années et Claire l'avait déjà servi plusieurs fois. Il était toujours charmant, souriant, généreux en pourboires à Noël. « Bonjour mademoiselle Beaumont », dit-il en s'approchant de son guichet. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Claire tenta de sourire, mais son visage la trahit. Elle avait les yeux rouges, les traits tirés par les nuits blanches. « Ça va, monsieur Delorme. Merci. » Il fronça les sourcils, manifestement préoccupé. « Pardonnez-moi d'être direct, mais vous avez l'air épuisé. Quelque chose ne va pas ?» Claire sentit les larmes monter. Elle essaya de les retenir, mais c'était trop. Tout le stress, toute l'angoisse des dernières semaines explosèrent. Elle se mit à pleurer, là, derrière son guichet, devant tous les clients. « Pardonnez-moi, hoqueta-t-elle. Je suis désolée. C'est juste que ma mère est malade et je ne sais pas quoi faire. » Delorme contourna le guichet et posa doucement sa main sur son épaule. « Venez, dit-il gentiment. On va parler dans un endroit plus tranquille. » Il l'emmena dans un café voisin, commanda 2 cafés et écouta patiemment Claire lui raconter toute l'histoire. Sa mère, la tumeur, l'opération, l'argent qu'elle n'avait pas. Quand elle eut terminé, Delorme resta silencieux un long moment, contemplant sa tasse. Puis il leva les yeux vers elle. « 15 000 €, c'est ça ?» Claire hocha la tête, incapable de parler. Delorme sortit son chéquier de sa poche. « Je vais vous faire un chèque, dit-il simplement. Aujourd'hui même. Vous pourrez opérer votre mère ?» Claire écarquilla les yeux. « Quoi ? Non, je ne peux pas accepter. C'est trop. Votre mère a besoin de cette opération, insista Delorme. On ne laisse pas mourir quelqu'un quand on peut l'aider. Mais je ne pourrai jamais vous rembourser, protesta Claire. Mon salaire ne me permet pas de... On trouvera un arrangement, la coupa-t-il. Ne vous inquiétez pas pour ça. L'important, c'est de sauver votre maman. Il remplit le chèque de 15 000 € et le poussa vers elle. Claire le regardait, partagée entre le soulagement et l'inquiétude. « Monsieur Delorme, murmura-t-elle. Je ne sais pas quoi dire. Merci ne suffit pas. Dites juste oui. » répondit-il avec un sourire paternel, « et promettez-moi que votre mère aura cette opération. » Elle prit le chèque d'une main tremblante. « Oui, oui, elle l'aura. Je vous promets que je vous rembourserai, même si ça me prend des années. Nous en reparlerons, dit Delorme. Pour l'instant, occupez-vous de votre maman. C'est tout ce qui compte. » L'opération eut lieu 2 semaines plus tard. Elle fut un succès. Geneviève Beaumont était sauvée. Claire pleura de soulagement dans les bras de son père, remerciant Dieu et Vincent Delorme pour ce miracle, mais le miracle avait un prix qu'elle ne connaissait pas encore. 1 mois après l'opération, Delorme l'invita à déjeuner. « Pour prendre des nouvelles de votre maman », avait-il dit. Claire accepta, reconnaissante. Ils se retrouvèrent dans le même restaurant du Vieux-Lyon, où Delorme avait testé la loyauté de Mathieu quelques semaines plus tôt. « Alors, comment va Geneviève ?» demanda Delorme. « Merveilleusement bien », répondit Claire avec un sourire radieux. « Les médecins sont très optimistes. Elle pourra rentrer à la maison la semaine prochaine. »« C'est merveilleux », dit Delorme. « Vraiment merveilleux. » Il but une gorgée de vin, puis posa son verre lentement. « Maintenant, parlons de notre arrangement. » Claire sentit son estomac se nouer. « Oui, le remboursement. J'ai calculé que je peux vous verser 300 € par mois. Ce n'est pas beaucoup, mais en 4 ans, je pourrai tout rembourser. » Delorme sourit, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « Claire, je ne veux pas de votre argent. Vous en avez besoin plus que moi. Ce que je veux, c'est votre aide. » Claire fronça les sourcils. « Mon aide ? Comment ? Vous travaillez dans une banque ?» expliqua-t-il calmement. « Vous avez accès à des informations. Des informations qui pourraient m'être très utiles dans mes affaires. » Claire sentit le sang se retirer de son visage. « Vous me demandez de m'aider, oui, termina-t-il. Rien de bien méchant. Juste me prévenir quand certaines personnes font des demandes de prêt, quand des transactions importantes ont lieu. Des petites choses. Mais c'est illégal, murmura Claire. Je perdrai mon emploi. Je pourrais aller en prison. » Delorme se pencha en avant, et soudain son visage n'était plus paternel. Il était dur, froid, impitoyable. « Écoutez-moi bien, Claire. J'ai sauvé la vie de votre mère. 15 000 €, ce n'est pas rien.
Maintenant, soit vous m'aidez comme je vous le demande, soit je veux mon argent. Tout, immédiatement, avec les intérêts. Disons 20 000 euros, vous les avez ?» Claire sentit les larmes brûler ses yeux. « Je n'ai rien, vous le savez bien. » « Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire ?» dit-il en se radossant à sa chaise. « Ce n'est pas compliqué. Vous me donnez quelques informations de temps en temps, et votre dette sera effacée. Sinon, je vous traîne en justice, et je prends tout ce que vous avez. Votre appartement, votre salaire, tout. Et votre pauvre maman qui sort à peine de l'hôpital, je me demande comment elle supportera le stress d'un procès. » Claire était piégée. Elle le comprenait maintenant. Il n'y avait jamais eu de miracle. Seulement un piège qui se refermait lentement sur elle. Elle baissa la tête, vaincue. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Les semaines suivantes furent un enfer pour Claire. Elle vivait dans la terreur constante d'être découverte, dans le dégoût d'elle-même pour ce qu'elle était devenue. Delorme l'appelait 1 ou 2 fois par semaine sur un téléphone portable qu'il lui avait fourni. Des questions apparemment anodines. « Est-ce que M. Durand a fait une demande de crédit ? Quel montant M. Blanc a-t-il déposé hier ? Est-ce que Mme Martin a retiré l'argent de son compte ?» Claire répondait d'une voix morne, morte à l'intérieur. Elle savait qu'elle trahissait la confiance de ses clients, qu'elle violait le secret bancaire, qu'elle devenait complice d'activités criminelles. Mais que pouvait-elle faire ? Sa mère était fragile, se remettait lentement de l'opération. Le moindre stress pouvait lui être fatal. Et Claire n'avait pas 20 000 euros. Elle n'avait rien. Elle était prisonnière, et Delorme le savait parfaitement. Un soir de novembre, alors qu'une pluie fine tombait sur Lyon, Claire sortait de la banque quand elle vit une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Son cœur s'arrêta. C'était lui, Mathieu. Elle en était certaine. La même démarche, la même carrure, la même façon de tenir les épaules légèrement en arrière. Il portait un blouson sombre et regardait une vitrine, mais elle l'aurait reconnu n'importe où. « Mathieu », murmura-t-elle, et son cœur se mit à battre follement. Elle faillit traverser la rue en courant, se jeter dans ses bras, pleurer contre son épaule tout le cauchemar qu'elle vivait. Mais quelque chose la retint. Peut-être la peur qu'elle se trompe, que ce ne soit qu'une ressemblance. Peut-être la honte de ce qu'elle était devenue, de ce qu'il découvrirait si elle lui racontait tout. Ou peut-être simplement la certitude douloureuse que 8 ans avaient repassé, que trop de choses avaient changé, qu'ils n'étaient plus les mêmes personnes. L'homme se retourna légèrement et elle vit son profil. C'était lui. Aucun doute, mais il avait changé. Son visage était plus dur, plus marqué. Il y avait quelque chose de fermé dans son expression, quelque chose qui n'existait pas avant, comme si une partie de lui s'était éteinte. Claire recula instinctivement dans l'ombre de l'entrée de la banque, observant. Mathieu consulta sa montre, regarda autour de lui, puis s'éloigna d'un pas rapide. Elle le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Ce soir-là, elle ne put pas dormir. Mathieu était revenu à Lyon. Pourquoi ? Depuis quand ? Pourquoi ne l'avait-il pas contacté ? 1000 questions se bousculèrent dans sa tête. Elle sortit de son tiroir le livre qu'il lui avait offert, Les Contemplations, dont les pages étaient cornées à force d'être lues et relues. Elle l'ouvrit à la page marquée et lut à voix basse. « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Il n'était pas revenu vers elle, il était à Lyon, quelque part dans cette ville, et il ne l'avait pas cherché. C'était fini, elle devait l'accepter. Pendant ce temps, Mathieu progressait méthodiquement dans sa mission. Il avait maintenant accès à presque tous les dossiers de Delorme Construction. Les faux devis, les surfacturations, les pots de vin déguisés en honoraires de consultant. Il photographiait chaque document avec un appareil miniature dissimulé dans son stylo. Il enregistrait les conversations compromettantes. Il construisait patiemment un dossier béton qui enverrait Delorme derrière les barreaux pour des années. Un matin, Delorme le convoqua dans son bureau. « Assieds-toi, Mathieu, dit-il avec un grand sourire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as fait du bon boulot ces derniers mois, je suis content de toi. »« Merci Vincent, répondit Mathieu. J'essaie de faire de mon mieux. Tu fais plus que ton mieux, mon garçon. Et je veux te récompenser. À partir du mois prochain, tu es promu chef de projet. 2500 € par mois, plus les primes. Et tu auras ton propre bureau. » Mathieu feignit la surprise et la gratitude. « Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Merci de me faire confiance. » Delorme se leva et contourna son bureau. Il posa ses 2 mains sur les épaules de Mathieu, le regardant droit dans les yeux. « La confiance, c'est la base de tout, Mathieu. Tu me fais confiance, je te fais confiance. On se serre les coudes, c'est comme ça qu'on devient une vraie famille. » Mathieu soutint son regard sans ciller. « Je ne vous décevrai pas, Vincent. Je le sais, dit Delorme en lui tapotant l'épaule. Je le sais, ce soir on fête ça. Je t'emmène dîner. Il y a quelqu'un que je veux te présenter. »
quelqu'un d'important. Ce soir-là, Delorme conduisit Mathieu dans un restaurant privé du quartier de Confluence. Une salle à manger discrète au premier étage d'une maison bourgeoise, réservée aux habitués fortunés. 4 hommes les attendaient autour d'une table. Mathieu les reconnut immédiatement grâce aux photos du dossier. Le directeur de l'urbanisme de la mairie de Lyon, le responsable des marchés publics de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un commissaire divisionnaire de la police judiciaire et le chef de cabinet du préfet Laurent Mercier. Celui-là même que Mathieu avait sauvé sur la place Bellecour. « Messieurs, annonça Delorme, permettez-moi de vous présenter Mathieu Rivière, mon nouveau chef de projet. Un garçon intelligent et surtout discret. Je pense qu'il a sa place parmi nous. » Les 4 hommes dévisagèrent Mathieu avec attention. Ils sentaient leur regard le sonder, le jauger, chercher la moindre faille. Il resta impassible, souriant poliment, attendant qu'on lui tende la main. Ce fut le chef de cabinet du préfet qui parla en premier. « Mathieu Rivière, répéta-t-il lentement. Ce nom me dit quelque chose. Vous n'auriez pas travaillé dans la sécurité par le passé ?» Le cœur de Mathieu se serra, mais son visage ne trahit rien. « Oui, monsieur. Quelques années dans une société de sécurité privée à Paris. Protection de locaux, ronde de nuit, ce genre de choses. Rien de très glorieux. » Le chef de cabinet hocha la tête, apparemment satisfait. « Bien, la discrétion est une qualité rare de nos jours. J'espère que vous saurez garder pour vous ce qui se dit ici. » Mathieu hocha la tête gravement. « Je ne suis pas du genre à parler, monsieur. Ma langue reste dans ma poche. » Le dîner se déroula dans une atmosphère de camaraderie forcée. Les hommes parlaient ouvertement des trafics, des combines, des sommes qui changèrent de main. Ils ne prenaient même plus la peine de dissimuler leurs activités. Ils se sentaient intouchables, protégés par leur réseau, par leurs relations, par la peur qu'ils inspiraient. Mathieu écoutait, souriait, acquiesçait et enregistrait mentalement chaque détail. Chaque nom, chaque date, chaque transaction. Son appareil photo miniature était dans sa poche, mais il ne pouvait pas l'utiliser ici. Trop risqué. Il devrait s'en remettre à sa mémoire. Vers la fin du repas, le commissaire divisionnaire se tourna vers lui. « Alors Mathieu, vous avez une petite amie? Une femme dans votre vie ?» Mathieu secoua la tête. « Non, monsieur. J'ai eu quelqu'un il y a longtemps, mais c'est du passé maintenant. » Le commissaire éclata de rire. « Un beau garçon comme vous, célibataire, ça ne durera pas. Lyon est pleine de jolies filles. » Delorme leva son verre. « À Mathieu, notre nouveau membre. Bienvenue dans la famille. » Ils trinquèrent tous, et Mathieu but son vin en pensant que ces hommes n'avaient aucune idée qu'il venait de trinquer avec celui qui allait les détruire. 3 jours plus tard, Mathieu reçut un appel de Delorme. « J'ai besoin que tu ailles à la banque déposer une enveloppe pour moi. Crédit Lyonnais, place des Terreaux. Demande Claire Beaumont au guichet 3. Elle t'attend. » Le sang de Mathieu se glaça. Claire. Elle travaillait pour Delorme? C'était impossible. Il devait y avoir une erreur. Il prit l'enveloppe que Delorme lui tendait, lourde et épaisse, manifestement remplie d'argent liquide. « C'est quoi exactement ?» demanda-t-il prudemment. « Des honoraires pour un service rendu », répondit vaguement Delorme. « Ne t'inquiète pas de ça. Contente-toi de le déposer. Claire s'occupera du reste. » Mathieu sortit du bureau, l'enveloppe brûlante dans sa main. Claire, sa Claire, impliquée dans les magouilles de Delorme. Il ne voulait pas y croire, mais l'évidence était là. Pourquoi sinon Delorme lui demanderait-il de passer par elle? Il entra dans la banque le cœur battant. Il faisait exprès de garder la tête baissée, la casquette enfoncée sur le front. Il ne voulait pas qu'elle le reconnaisse. Pas comme ça, pas dans ces circonstances. Il s'approcha du guichet 3. Claire était là, concentrée sur son ordinateur. Elle leva les yeux en entendant quelqu'un approcher, et son regard professionnel se figea. Mathieu vit la reconnaissance exploser dans ses yeux, vit son visage devenir livide. « Mathieu », murmura-t-elle, et dans ce murmure, il y avait 8 ans de douleur, d'attente, de questions sans réponse. Il posa l'enveloppe sur le comptoir, incapable de parler. Leurs regards se croisèrent, se déchirèrent. « Monsieur Delorme m'envoie » parvint-il enfin à articuler d'une voix étranglée. « Il dit que vous savez quoi faire de ça. » Claire prit l'enveloppe d'une main tremblante, ses yeux se remplirent de larmes. « Oui, murmura-t-elle. Je sais, Mathieu, il faut que je t'explique. » Il secoua la tête, reculant d'un pas. Il ne pouvait pas maintenant. S'il restait une seconde de plus, il allait s'effondrer. Tout avouer, tout détruire. Il se retourna et sortit précipitamment de la banque, laissant Claire debout derrière son guichet, l'enveloppe pleine d'argent sale dans les mains et les larmes roulant sur ses joues. Ce soir-là, chacun de leur côté de la ville, ils pleurèrent. Lui sur ce qu'elle était devenue, elle sur ce qu'ils avaient perdu. Et aucun des deux ne savait que l'autre était aussi piégé, aussi désespéré, aussi seul. La vérité était si proche et pourtant si inaccessible, séparés qu'ils étaient par les mensonges et les secrets qui dévoraient leur vie. Les jours qui suivirent cette rencontre furent un calvaire pour Mathieu. Il ne pouvait pas se concentrer, ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas penser à autre chose qu'à Claire. Sa Claire, celle qui avait été si pure, si droite, si intègre, travaillait maintenant pour Delorme. Elle était devenue une complice, une pièce de son système corrompu. Comment était-ce possible?
Qu'est-ce qui avait pu la pousser à franchir cette ligne? Il voulait désespérément lui parler, comprendre, mais il ne pouvait pas sans compromettre sa mission, pas sans risquer de tout faire s'effondrer. Des mois de travail, des preuves accumulées patiemment, tout serait perdu. Et pourtant, chaque nuit, il serrait la médaille de Saint-Christophe dans son poing et se demandait si tout cela en valait vraiment la peine. Delorme remarqua son trouble. « Tu as l'air préoccupé ces derniers temps, Mathieu » dit-il un matin. « Quelque chose te tracasse ?» Mathieu secoua la tête. « Non, tout va bien, juste un peu fatigué. » Delorme l'observa avec attention. « C'est la fille de la banque, n'est-ce pas ?»« Claire, tu l'as reconnue. » Mathieu sentit son sang se glacer. Comment Delorme pouvait-il savoir? « Je me trompe ?» insista Delorme avec un sourire en coin. « Vous vous connaissez d'avant, pas vrai ? J'ai vu comment vous vous êtes regardés. » Mathieu comprit qu'il n'avait pas le choix. Mentir maintenant serait suspect. « Oui, admit-il, on s'est connus il y a longtemps, avant que je parte à Paris. C'était une amie d'enfance. » Delorme hocha lentement la tête. « Une amie d'enfance. Intéressant. Et ça te pose un problème qu'elle travaille pour moi ?» Mathieu choisit ses mots avec soin. « Ça m'a surpris, c'est tout. Je ne l'aurais jamais imaginé dans ce genre d'arrangement. Elle ne me semblait pas du type... » Ah, il laissa sa phrase en suspens. Delorme éclata de rire. « À se salir les mains ? Personne n'est jamais du type, mon garçon. Jusqu'à ce que la vie les mette face au mur. Claire, elle avait besoin d'argent pour sauver sa mère. Moi, j'avais l'argent. On a fait un échange. C'est aussi simple que ça. » Mathieu serra les poings sous la table. Ainsi, c'était ça. Delorme avait utilisé la maladie de la mère de Claire pour la piéger. Le salaud, l'ordure. Il dut faire appel à toute sa formation pour garder un visage neutre. « Je comprends, » dit-il simplement. « Les affaires sont les affaires. » « Exactement, » approuva Delorme. « Et puisque vous vous connaissez, peut-être que tu pourrais servir d'intermédiaire entre elle et moi. Ça sera moins suspect. Deux vieux amis qui se retrouvent, qui déjeunent ensemble de temps en temps. Personne n'y verra rien de louche. » Mathieu sentit le piège se refermer sur lui. « Si je refuse, je parais suspect. Si j'accepte, je deviens complice de la manipulation de Claire. Ça me va, » répondit-il en forçant un sourire. « Comme tu dis, on est de vieux amis, ce sera naturel. »« Parfait, » dit Delorme en lui tapant l'épaule. « Appelle-la, invite-la à déjeuner cette semaine. Je te donnerai les informations dont j'ai besoin qu'elle me fournisse. » Le soir même, Mathieu composa le numéro que Delorme lui avait donné. Son cœur battait à tout rompre. « Allô ?» La voix de Claire, hésitante, prudente. « Claire, c'est Mathieu. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Mathieu, » répéta-t-elle enfin d'une voix étranglée. « Comment tu as eu mon numéro? Delorme me l'a donné. Il veut qu'on se voie, qu'on travaille ensemble. » Il entendit sa respiration se faire plus rapide, plus saccadée. « Je ne peux pas, Mathieu. Je ne peux pas te voir comme ça. Pas dans cette situation. Il faut qu'on parle, Claire, » insista-t-il. « S'il te plaît, juste une heure. Laisse-moi t'expliquer. Mathieu, tu travailles pour lui. Tu es devenu comme lui. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer ?» La douleur dans sa voix lui transperça le cœur. « Non, Claire, ce n'est pas ce que tu crois. Il y a des choses que je ne peux pas te dire, mais tu dois me faire confiance. » Il y eut un long silence. Puis elle murmura. « Je ne sais pas si je peux encore te faire confiance. Après 8 ans de silence, après tout ce qui s'est passé. Demain, midi, au café de la rue Mercière, » dit-il rapidement. « Celui où on allait avant. Viens, je t'en supplie. » Elle ne répondit pas immédiatement. Il l'entendit respirer, lutter avec elle-même. « D'accord, » dit-elle enfin. « Midi. » Mais seulement 1 heure, et elle raccrocha. Le lendemain, Mathieu arriva au café avec 20 minutes d'avance. Il s'installa à une table au fond, dos au mur, d'où il pouvait surveiller l'entrée. C'était un réflexe professionnel maintenant. Toujours savoir qui entrait, qui sortait, où étaient les issues. Claire arriva pile à l'heure. Elle portait le même tailleur sobre que la dernière fois. Ses cheveux étaient attachés en un chignon strict. Elle avait l'air épuisée, les cernes sous ses yeux trahissant des nuits sans sommeil. Elle le vit et s'arrêta un instant sur le seuil, comme si elle hésitait encore à entrer. Puis elle se dirigea vers lui d'un pas décidé et s'assit en face de lui sans dire un mot. Ils se regardèrent en silence pendant quelques secondes qui semblèrent durer une éternité. « Bonjour Claire », dit enfin Mathieu. « Bonjour Mathieu », répondit-elle d'une voix neutre. 8 ans sans nouvelles. Et maintenant tu réapparais dans ma vie en travaillant pour l'homme qui a fait de moi une criminelle. Je sais ce que tu penses, commença Mathieu. Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, vraiment, l'interrompit-elle sèchement. Parce que ce que je vois, c'est l'homme que j'aimais. Celui qui m'avait promis de revenir, celui qui voulait servir son pays et protéger les innocents, devenu le bras droit d'un escroc. Mathieu regarda autour de lui, s'assurant que personne ne pouvait les entendre. Il se pencha vers elle. « Claire, écoute-moi bien. Je ne peux pas tout expliquer, mais tu dois savoir une chose. Je ne suis pas ce que tu crois, je ne travaille pas vraiment pour Delorme. » Son regard changea instantanément. L'incompréhension se mêla à un espoir fragile. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que ma présence ici, dans cette entreprise, a un but très précis. Et ce but n'a rien à voir avec gagner de l'argent ou faire carrière dans la corruption.
Il vit la compréhension naître lentement dans ses yeux. « Tu es infiltré, murmura-t-elle. Mon Dieu, Mathieu, tu es toujours dans les services secrets. » Il ne confirma ni ne nia, mais son silence fut une réponse suffisante. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. « Depuis que je suis rentrée à Lyon. 4 mois maintenant. » Elle porta ses mains à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. « Et moi, je t'ai cru. J'ai cru que tu étais devenu comme lui, que tu avais abandonné tout ce en quoi tu croyais. » Il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Elle était glacée. « Je suis désolé, Claire. Désolé de t'avoir laissé croire ça. Désolé de t'avoir laissé seule pendant 8 ans. Désolé pour tout. Mais maintenant, j'ai besoin que tu m'aides. » Elle retira sa main brusquement. « M'aider ? Comment veux-tu que je t'aide ? Je suis piégée, Mathieu. Delorme me tient. Si je ne fais pas ce qu'il me demande, il ruinera ma famille. Raconte-moi tout, dit Mathieu doucement. Du début. Comment tout ça a commencé ? Et Claire raconta. La maladie de sa mère, le besoin désespéré d'argent, le chèque de Delorme qui semblait être un miracle, puis le piège qui s'était refermé sur elle. Les informations qu'elle devait lui fournir, les transactions qu'elle devait faciliter, la culpabilité qui la dévorait chaque jour. Quand elle eut terminé, Mathieu était livide de rage. Ce salaud, il a utilisé l'amour que tu portes à ta mère pour faire de toi sa complice. Il prit ses 2 mains dans les siennes, et cette fois, elle ne se dégagea pas. Claire, écoute-moi. L'opération de ta mère, elle n'a rien coûté à Delorme. Elle a été prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre du programme des affections de longue durée. Je l'ai vérifié. Delorme t'a menti depuis le début. Il n'a jamais payé pour l'opération. Claire écarquilla les yeux. Quoi ? Non, ce n'est pas possible. Il m'a donné un chèque de 15 000 €. C'est vrai, confirma Mathieu. Mais l'hôpital n'a jamais reçu cet argent. Delorme l'a récupéré par un montage financier. Il a tout mis en scène pour te piéger. Tu lui dois rien, Claire ? Absolument rien. Elle fondit en larmes, et cette fois ce fut des larmes de soulagement mêlées de rage. Ce monstre m'a manipulé pendant des mois. Maintenant tu comprends pourquoi je dois le faire tomber, dit Mathieu, lui et tous ceux qui travaillent avec lui. Mais j'ai besoin de ton aide. Elle s'essuya les yeux et le regarda avec une détermination nouvelle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Continue de lui fournir les informations qu'il demande, expliqua Mathieu. Mais transmets-moi tout ce qu'il te demande. Chaque nom, chaque transaction, chaque détail. Ça nous aidera à construire le dossier contre lui. Et quand le moment viendra de l'arrêter, ton témoignage sera crucial. Tu seras protégé, Claire, je te le promets. Elle hocha la tête lentement. D'accord, je le ferai. Pas pour la justice, pas pour la loi, mais pour ma mère, pour toutes les personnes qu'il a manipulées, comme il m'a manipulé. Ils restèrent encore 1 heure à parler, à reconstruire doucement les ponts que 8 ans avaient détruits. Mathieu lui raconta où il était parti, ce qu'il avait fait, pourquoi il n'avait pas pu revenir. Claire lui parla de ses études, de son travail, des longues années d'attente et d'espoir qui s'étaient lentement transformées en résignation. Quand ils se séparèrent devant le café, Mathieu la prit dans ses bras. Elle se raidit d'abord, puis se laissa aller contre lui. « Tu m'as manqué » murmura-t-elle contre son épaule. « Chaque jour, chaque nuit. Toi aussi tu m'as manqué » répondit-il en caressant ses cheveux. « Mais cette fois, je ne vais pas partir. Plus jamais. » Elle leva vers lui son visage baigné de larmes. « Promets-le-moi. Promets-moi que quand tout ça sera fini, tu resteras. »« Je te le promets, » dit-il, « et cette fois, je tiendrai ma promesse. » Les 3 mois qui suivirent furent les plus intenses de la vie de Mathieu. Il travaillait maintenant sur 2 fronts. D'un côté, il continuait à gagner la confiance de Delorme, à s'enfoncer plus profondément dans les rouages de son empire criminel. De l'autre, il transmettait chaque information à ses supérieurs de la DGSI, construisant pièce par pièce un dossier qui allait faire s'effondrer tout le réseau. Claire devint son alliée la plus précieuse. Elle lui transmettait tout ce que Delorme lui demandait, chaque nom, chaque transaction suspecte, chaque fil qui menait vers les complices dans l'administration. Ils se voyaient 2 fois par semaine, officiellement pour déjeuner entre vieux amis, en réalité pour échanger des informations et se soutenir mutuellement dans cette double vie qui les épuisait tous les deux. Mais quelque chose d'autre renaissait entre eux, quelque chose qu'ils avaient cru mort, enterré sous 8 années de silence et de douleur. L'amour, il revenait doucement, timidement, comme une plante qui reprend vie après un long hiver. Un soir de février, alors qu'ils marchaient le long de la Saône après un de leurs rendez-vous, Claire glissa sa main dans celle de Mathieu. Il serra ses doigts, sentant son cœur se gonfler d'une émotion qu'il avait oubliée. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda-t-elle en s'arrêtant près d'un pont. « C'est ici que tu m'as embrassé pour la première fois. » Mathieu sourit. « Comment pourrais-je oublier ? C'était le plus beau soir de ma vie. » Elle se tourna vers lui, et dans la lumière des lampadaires, il vit des larmes briller dans ses yeux. « Mathieu, quand tout ça sera fini, quand Delorme sera en prison et que nous serons libres, est-ce que tu crois qu'on pourra recommencer ? » « Recommencer quoi ?» demanda-t-il doucement. « Nous, ce qu'on était avant, ce qu'on aurait dû être si la vie ne nous avait pas séparés. » Il prit son visage entre ses mains, comme il l'avait fait tant d'années auparavant. « Claire,
On ne peut pas revenir en arrière. On a trop changé tous les deux. Mais on peut aller de l'avant. On peut construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort parce qu'on a survécu à tout ça. Elle ferma les yeux et les larmes roulèrent sur ses joues. Je t'aime encore, Mathieu. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je croyais que tu m'avais oublié, même quand je te détestais pour être parti. Je t'aime aussi, murmura-t-il. Je t'ai toujours aimé, tu es la raison pour laquelle je suis resté en vie pendant toutes ces années. Ils s'embrassèrent là, sur ce pont, sous les étoiles d'hiver, et ce baiser avait le goût du pardon, de la promesse renouvelée, de l'espoir retrouvé. Mais leur bonheur retrouvé était fragile, menacé par le danger qui les entourait. Delorme devenait de plus en plus exigeant, de plus en plus méfiant. Il sentait peut-être que quelque chose n'allait pas, que les murs se refermaient lentement sur lui. Un jour de mars, il convoqua Mathieu dans son bureau avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue. « Ferme la porte », ordonna-t-il sèchement. « Assieds-toi. » Mathieu obéit, tous ses sens en alerte. Quelque chose n'allait pas. « Mathieu », commença Delorme en se penchant en avant, les coudes sur le bureau. « Tu es avec moi depuis 6 mois maintenant. 6 mois pendant lesquels je t'ai fait confiance, je t'ai donné des responsabilités, je t'ai introduit dans mon cercle. » « Oui, » répondit prudemment Mathieu, « et je t'en suis reconnaissant. Alors dis-moi pourquoi j'ai entendu dire que tu poses des questions sur des dossiers qui ne te concernent pas, que tu photocopies des documents, que tu fouines là où tu n'as rien à faire. » Le sang de Mathieu se glaça, mais son visage resta impassible. « Qui t'a dit ça ? C'est important ?» rétorqua Delorme. « Le fait est que j'ai entendu ces rumeurs. Et dans notre métier, les rumeurs peuvent être aussi dangereuses que les faits. » Mathieu choisit l'attaque comme meilleure défense. « Vincent, si j'ai consulté certains dossiers, c'est parce que je veux être le meilleur dans mon travail. Je veux comprendre comment tout fonctionne pour pouvoir t'être plus utile. Si ça te pose un problème, dis-le-moi franchement. » Delorme l'observa longuement, cherchant le mensonge dans ses yeux. Mathieu soutint son regard sans ciller. Finalement, Delorme se radossa dans son fauteuil. « D'accord, je te crois. Mais fais attention, Mathieu. Il y a beaucoup de gens nerveux en ce moment. Le préfet Mercier est sous pression. Il y a des rumeurs d'enquête. Tout le monde est sur les dents. Alors, pas de mouvement brusque, pas de curiosité excessive. On garde profil bas. Compris ? » « Compris, acquiesça Mathieu. « Bien, maintenant dégage. J'ai du travail. » Mathieu sortit du bureau avec l'impression d'avoir évité une balle. Mais il savait que le temps pressait. Delorme était en alerte. Il fallait agir vite maintenant, avant que tout ne s'effondre. Ce soir-là, il rencontra son contrôleur de la DGSI dans un parking souterrain désert. L'homme écouta son rapport avec attention. « On a presque tout ce qu'il faut, » dit-il. « Encore quelques semaines, et on pourra lancer l'opération. » « Tiens bon, on n'a pas quelques semaines, » objecta Mathieu. Delorme commence à avoir des soupçons. Si on attend trop, soit il va me griller, soit il va faire disparaître toutes les preuves. Qu'est-ce que tu proposes ? On lance maintenant. Cette semaine, j'ai assez de preuves pour faire tomber Delorme et au moins 3 de ses complices dans l'administration. Le préfet Mercier viendra ensuite. Le contrôleur réfléchit un long moment. D'accord, je remonte en haut de la chaîne. Si on a le feu vert, on lance l'opération vendredi matin. Sois prêt. Et ta source à la banque, elle est sûre ? Elle est sûre, confirma Mathieu. Elle témoignera. Bien. Fais attention à toi, Mathieu. On est dans la dernière ligne droite. C'est là que c'est le plus dangereux. Le jeudi soir, Mathieu appela Claire depuis une cabine téléphonique. « C'est pour demain, lui dit-il. Demain matin à l'aube, les arrestations vont commencer. Tu dois rester chez toi. Ne va pas travailler. Une équipe viendra te chercher pour prendre ta déposition. » Claire resta silencieuse un moment. « C'est vraiment fini ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « C'est vraiment fini, Claire. Demain, tu seras libre. Nous serons libres. » Elle éclata en sanglots au téléphone. « Je ne peux pas y croire. Après tous ces mois de cauchemar, crois-le, dit-il doucement. Et après, quand tout sera terminé, on pourra enfin vivre notre vie, notre vraie vie. Je t'aime, Mathieu, murmura-t-elle. Promets-moi que tu vas faire attention. Promets-moi que tu vas revenir vers moi. Je te le promets, répondit-il. Demain soir, tout sera fini et je viendrai te chercher. Et on ne se quittera plus jamais. » Cette nuit-là, Mathieu ne dormit pas. Il resta allongé sur son lit dans sa chambre minable, la médaille de Saint-Christophe dans sa main, pensant à tout ce qui allait se passer le lendemain. 6 mois de travail, 6 mois de mensonges, 6 mois à vivre dans la peau de quelqu'un d'autre. Tout allait aboutir demain. À 5 heures du matin, son téléphone sonna. C'était son contrôleur. On y va. Les équipes sont en place. Dans 2 heures, Delorme sera en garde à vue. Beau travail, Mathieu. À cette heure précise, les portes de la villa de Vincent Delorme dans les hauteurs de Lyon explosèrent sous les béliers de la police judiciaire. Delorme fut extrait de son lit, menotté, jeté dans un fourgon. Au même moment, des dizaines d'arrestations avaient lieu partout dans la ville et dans la région. Le directeur de l'urbanisme dans sa maison de Caluire et Cuire, le responsable des marchés publics à son bureau, le commissaire divisionnaire chez sa maîtresse. Et dans les bureaux du préfet Mercier, c'était le chef de cabinet qui était emmené, menottes au poignet, sous les regards stupéfaits des fonctionnaires.
Les médias s'emparèrent de l'affaire en quelques heures. Les chaînes d'information continues diffusaient en boucle les images des arrestations. Vaste opération anticorruption dans la région lyonnaise. Plusieurs hauts fonctionnaires et un entrepreneur en bâtiment impliqué dans un système de détournement de fonds publics. Marché truqué, surfacturation, pots de vin. Les montants évoqués donnaient le vertige. Plusieurs millions d'euros détournés sur une période de 10 ans. Le préfet Laurent Mercier apparut à la télévision en début d'après-midi, le visage grave. « C'est un jour sombre pour notre région », déclara-t-il. « Mais c'est aussi un jour de justice. Grâce au travail exemplaire de nos services de renseignement et de la police judiciaire, un réseau de corruption qui gangrénait notre administration depuis des années vient d'être démantelé. Les responsables répondront de leurs actes devant la justice. » Il marqua une pause, puis ajouta: « Je tiens à saluer particulièrement le courage exceptionnel d'un homme qui a risqué sa vie pour infiltrer ce réseau. Le capitaine Mathieu Rivière de la DGSI a accompli une mission d'une difficulté rare avec un professionnalisme exemplaire. Grâce à lui, la République reprend ses droits. » Mathieu regardait la conférence de presse depuis le bureau de son contrôleur au commissariat central. « C'est fini, » dit-il simplement. « C'est vraiment fini. » Son contrôleur lui serra la main. « Tu as fait du bon travail, Mathieu, du très bon travail. Maintenant rentre chez toi, repose-toi. Tu l'as mérité. » Mathieu secoua la tête. « Je ne rentre pas chez moi. J'ai une promesse à tenir. » Il sortit du commissariat et prit le métro jusqu'à Montplaisir, où Claire habitait avec ses parents. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Quand il sonna à la porte, ce fut Claire qui ouvrit. Elle portait un jean et un pull simple, les cheveux détachés sur ses épaules. Quand elle le vit, son visage s'illumina d'un sourire si radieux qu'il en eut le souffle coupé. « Mathieu, » murmura-t-elle, « tu es venu. Je t'avais promis, » répondit-il, « et cette fois, j'ai tenu ma promesse. » Elle se jeta dans ses bras, et il la serra contre lui de toutes ses forces, respirant le parfum de ses cheveux, sentant les battements de son cœur contre le sien. Ils restèrent ainsi, enlacés sur le pas de la porte pendant de longues minutes, indifférents au monde autour d'eux, retrouvant enfin ce qu'ils avaient cru perdu à jamais. « C'est vraiment fini ?» murmura-t-elle contre son épaule. « C'est vraiment fini, confirma-t-il. Delorme est en prison. Tu es libre ? Nous sommes libres. » Elle leva vers lui son visage baigné de larmes de joie. « Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Il sourit, et dans ce sourire, il y avait toute la promesse d'un avenir qu'ils allaient enfin pouvoir construire ensemble. Maintenant, on vit. Les semaines qui suivirent les arrestations furent un tourbillon d'interrogatoires, de dépositions et de confrontations. Claire témoigna longuement devant les enquêteurs, racontant comment Delorme l'avait piégée, comment il l'avait manipulée en utilisant l'amour qu'elle portait à sa mère. Son témoignage fut accablant pour Delorme. Les avocats de la défense tentèrent de la présenter comme une complice volontaire, mais les preuves rassemblées par Mathieu démontrèrent clairement qu'elle avait été contrainte, menacée, chantageuse. Le procureur de la République décida de ne pas la poursuivre. Elle était une victime, pas une criminelle. Mathieu fut convoqué à Paris pour recevoir les félicitations officielles du directeur de la DGSI. Dans un bureau austère du ministère de l'Intérieur, l'homme le plus puissant des services secrets français lui serra la main avec une expression de respect sincère. « Capitaine Rivière, votre travail sur cette affaire a été exemplaire. Vous avez démantelé un réseau qui pourrissait l'administration depuis une décennie. Grâce à vous, la confiance des citoyens dans leurs institutions sera restaurée. » Mathieu hocha la tête, mal à l'aise avec ses louanges. « Je n'ai fait que mon devoir, monsieur le directeur. »« Peut-être, » répondit l'homme. « Mais peu d'hommes auraient eu le courage et la ténacité nécessaires pour mener cette mission à bien. Vous avez un brillant avenir devant vous dans nos services. » Il marqua une pause, puis ajouta: « Le préfet Mercier m'a demandé de vous transmettre ses remerciements personnels. Vous lui avez sauvé la vie sur la place Bellecour, et maintenant vous avez nettoyé l'administration dont il a la charge. Il ne l'oubliera jamais. Il souhaite d'ailleurs vous voir avant votre retour à Lyon. » Mathieu rencontra le préfet Mercier le lendemain dans son bureau parisien. L'homme avait vieilli depuis l'attentat, ses cheveux étaient plus gris, son visage plus marqué, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Asseyez-vous, capitaine, » dit-il en lui désignant un fauteuil. « Nous avons beaucoup à nous dire. » Ils parlèrent pendant plus d'1 heure. Le préfet expliqua comment il avait soupçonné depuis longtemps que son propre chef de cabinet était corrompu, mais il n'avait jamais pu le prouver. L'infiltration de Mathieu avait permis de confirmer ses soupçons et de nettoyer son administration. « J'ai une dette envers vous, » dit finalement le préfet. « 2 dettes même. Ma vie et mon honneur, je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. » Mathieu hésita, puis se lança. « Il y a quelque chose que vous pourriez faire pour moi, monsieur le préfet. Dites-moi. J'ai passé 8 ans à servir mon pays dans l'ombre, 8 ans à vivre sous des identités d'emprunt, à mentir à ceux que j'aimais, à risquer ma vie dans des missions dont personne ne saura jamais rien. Je ne regrette rien, c'était mon choix. Mais maintenant, j'aimerais avoir une vie normale. Une vie où je peux être moi-même.
une vie où je peux aimer sans mentir. Le préfet hocha lentement la tête. Vous voulez quitter les services? Non, pas les quitter. Mais changer de poste, quelque chose de plus stable, de moins dangereux. À Lyon, si possible. J'ai quelqu'un là-bas qui compte énormément pour moi. Le préfet sourit. Claire Beaumont, je suppose. J'ai lu son témoignage. Une femme courageuse. Vous avez de la chance? Mathieu sentit son cœur se gonfler. Oui, monsieur. J'ai beaucoup de chance. Très bien, dit le préfet en se levant. Je vais voir ce que je peux faire. Laissez-moi quelques jours. 3 jours plus tard, Mathieu reçut un appel. Il était nommé responsable de la sécurité intérieure pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, basée à Lyon. Un poste administratif, respectable, bien payé. Plus de missions d'infiltration, plus de dangers constants, plus de double vie. Il allait enfin pouvoir vivre au grand jour. Quand il annonça la nouvelle à Claire, elle pleura de joie dans ses bras. « Tu restes, murmura-t-elle. Tu restes vraiment, pour toujours, promit-il. Je ne pars plus jamais. » 2 mois plus tard, par une belle journée de juin, le procès de Vincent Delorme et de ses complices s'ouvrit au tribunal de grande instance de Lyon. La salle d'audience était bondée de journalistes, de curieux, de victimes du système de corruption. Mathieu et Claire étaient assis côte à côte, main dans la main, regardant l'homme qui avait failli détruire leur vie entrer dans le box des accusés. Delorme avait changé. Il n'avait plus rien de l'homme arrogant et sûr de lui qu'il avait été. Il était maigre, voûté, vieilli de 10 ans en quelques mois. Son regard fuyait celui des témoins. Le procès dura 3 semaines. Les témoignages s'accumulèrent, accablants. Les preuves rassemblées par Mathieu furent versées au dossier, irréfutables. Les avocats de la défense tentèrent bien quelques manœuvres désespérées, mais rien n'y fit. La culpabilité de Delorme et de ses complices était établie sans l'ombre d'un doute. Le jour du verdict, la salle était si pleine qu'on refusait du monde à l'entrée. Le président du tribunal fit lever l'accusé et lut le jugement d'une voix solennelle. « Vincent Delorme, vous êtes reconnu coupable de corruption, détournement de fonds publics, trafic d'influence et chantage. La Cour vous condamne à une peine de 10 ans de prison ferme, ainsi qu'à une amende de 500 000 €. Vous êtes en outre interdit d'exercer toute fonction publique ou privée en lien avec les marchés publics à vie. Le chef de cabinet du préfet écopa de 8 ans. Le directeur de l'urbanisme de 7 ans. Le responsable des marchés publics de 6 ans. Le commissaire divisionnaire de 5 ans. Un à un, les piliers du système de corruption s'effondraient. Quand ils sortirent du tribunal, Claire et Mathieu furent assaillis par les journalistes. Mathieu déclina poliment toute interview, mais Claire accepta de dire quelques mots. « Aujourd'hui, la justice a été rendue, dit-elle simplement. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les victimes de ce système. Pour tous ceux qui ont été manipulés, menacés, contraints de faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Aujourd'hui, nous pouvons tous recommencer à respirer. » Ce soir-là, Mathieu emmena Claire au sommet de la colline de Fourvière, là où il l'avait emmenée la veille de son départ pour Paris, tant d'années auparavant. La ville s'étendait à leurs pieds, scintillante de 1000 feux dans la nuit d'été. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit la dernière fois qu'on était ici ?» demanda Claire. Mathieu hocha la tête. « Je t'ai dit que c'était notre ville, que c'était ici que je t'avais rencontré, ici que j'étais tombé amoureux de toi, ici que je t'avais promis de revenir, et tu as tenu ta promesse, murmura-t-elle. Après 8 ans, après tout ce qui s'est passé, tu as tenu ta promesse. » Il se tourna vers elle et prit ses mains dans les siennes. « Claire Beaumont, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, j'ai passé 8 ans loin de toi, 8 ans à te porter dans mon cœur, à penser à toi chaque jour, chaque nuit. Tu as été ma lumière dans les moments les plus sombres, ma raison de continuer quand tout semblait perdu. Et maintenant que je suis enfin de retour, maintenant que nous sommes enfin libres, je veux que tu saches une chose. » Il s'agenouilla devant elle, et Claire porta ses mains à sa bouche, les larmes montant immédiatement à ses yeux. « Je ne veux plus jamais te quitter. Je ne veux plus jamais passer une seule journée sans toi. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin et m'endormir dans tes bras chaque soir. Je veux construire une vie avec toi, une vraie vie, sans mensonge, sans secret, sans séparation. » Il sortit de sa poche une petite boîte de velours noir et l'ouvrit. À l'intérieur brillait une bague simple et élégante, ornée d'un diamant modeste mais pur. « Claire Beaumont, veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Claire. Elle hocha la tête, incapable de parler, puis finalement réussit à articuler dans un souffle « Oui, oui, 1000 fois oui ». Il lui passa la bague au doigt et se releva pour la prendre dans ses bras. Ils s'embrassèrent longuement, passionnément, tandis que la ville de Lyon brillait à leurs pieds et que les étoiles témoins au-dessus d'eux. Le mariage eut lieu 4 mois plus tard, par une belle journée d'octobre doré. Ils choisirent de se marier dans la petite église Saint-Georges du Vieux-Lyon, celle où la grand-mère de Mathieu avait été baptisée. C'était une cérémonie intime, réservée aux proches. Les parents de Mathieu, Jacques et Sylvie, pleuraient de joie dans le premier rang. La mère de Claire, Geneviève,
complètement remise de son opération, rayonnait de bonheur aux côtés de son mari. Il y avait aussi quelques collègues de Mathieu de la DGSI, venus en civil, discrets mais présents pour honorer leurs camarades. Et au fond de l'église, presque dissimulé derrière un pilier, se tenait le préfet Laurent Mercier accompagné de son épouse. Quand Claire remonta l'allée centrale au bras de son père, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, Mathieu sentit sa gorge se nouer. Elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Quand ils échangèrent leurs vœux, leurs voix tremblèrent d'émotion. « Moi, Mathieu, je te prends, toi Claire, pour épouse. Je promets de t'être fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te respecter tous les jours de ma vie. Et cette fois, je tiendrai mes promesses. Moi, Claire, je te prends, toi Mathieu, pour époux. Je promets de t'être fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te respecter tous les jours de ma vie. Tu es revenu vers moi, et maintenant, plus rien ne nous séparera. » Quand le prêtre les déclara mari et femme, l'église entière éclata en applaudissements. Ils s'embrassèrent sous une pluie de riz et de pétales de roses, et quand ils sortirent de l'église main dans la main, le soleil brillait si fort qu'il semblait bénir leur union. La réception eut lieu dans un restaurant des quais de la Saône. Ce fut une fête joyeuse et chaleureuse, pleine de rires et de larmes heureuses. Le préfet Mercier porta un toast qui fit taire toute l'assemblée. « Mes amis, dit-il de sa voix grave et solennelle, je lève mon verre au capitaine Mathieu Rivière et à son épouse Claire. Je lève mon verre à deux personnes courageuses qui ont traversé l'épreuve et en sont sorties plus fortes. Je lève mon verre à l'amour qui résiste à tout, même au temps, même à la séparation, même au danger. Vous êtes un exemple pour nous tous, à Mathieu et Claire. » À Mathieu et Claire, répétèrent en chœur tous les invités. Tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, Mathieu et Claire s'éclipsèrent discrètement pour marcher le long de la Saône. La lune se reflétait sur l'eau calme et la ville était paisible. « Nous y sommes arrivés », murmura Claire en posant sa tête sur l'épaule de son mari. « Après tout ce temps, après tout ce qui s'est passé, nous y sommes arrivés. »« Oui », répondit Mathieu en l'enlaçant, « nous y sommes arrivés. » Il sortit de sa poche la médaille de Saint-Christophe qu'elle lui avait offerte 8 ans plus tôt. Il ne l'avait jamais enlevée, même dans les moments les plus dangereux. « Tu m'as protégé pendant toutes ces années, dit-il. Tu m'as ramené à la maison. » Il passa la chaîne autour de son propre cou et celle de Claire, les liant ensemble. « Maintenant, nous sommes vraiment unis. Pour toujours, répéta-t-elle en souriant à travers ses larmes. Quelques semaines plus tard, les derniers verdicts tombèrent. Le préfet initial sous lequel avait travaillé le réseau de corruption fut jugé à son tour et condamné à 12 ans de prison ferme. Toute la chaîne de corruption était démantelée. Lyon pouvait enfin respirer. La région pouvait tourner la page et reconstruire une administration propre et transparente. Et Mathieu et Claire Rivière pouvaient enfin commencer leur vie ensemble, libres de tout le passé qui les avait séparés. 1 an après leur mariage, Claire donna naissance à une petite fille qu'ils prénommèrent Lucie. Mathieu la tenait dans ses bras à la maternité, regardant ce minuscule visage endormi, et il se dit que jamais il n'avait connu un bonheur aussi pur, aussi complet. Claire le regardait avec un sourire fatigué mais radieux. « Notre famille, murmura-t-elle. « Enfin, notre famille, répéta Mathieu. Et plus jamais rien ne nous séparera. » Et il tint parole. Les années passèrent, paisibles et heureuses. Mathieu continua son travail à la sécurité intérieure, un travail important mais sans danger. Claire reprit ses études et devint finalement professeure de littérature, réalisant le rêve qu'elle avait depuis l'adolescence. Leur fille grandit, entourée d'amour et de stabilité. Parfois le soir, quand Lucie dormait et que Claire corrigeait ses copies, Mathieu s'asseyait près de la fenêtre et regardait les lumières de Lyon. Il pensait aux chemins parcourus, aux épreuves traversées, aux sacrifices consentis, et il se disait que tout en avait valu la peine. Chaque jour de séparation, chaque nuit de solitude, chaque moment de danger, tout avait mené à cet instant de paix parfaite. Il était enfin rentré à la maison, et cette fois, il ne partirait plus jamais. Voilà, mes chers amis, notre histoire touche à sa fin. Une histoire d'amour qui a résisté au temps et aux épreuves. Une histoire de courage et de justice. Une histoire qui nous rappelle que l'amour véritable ne meurt jamais, même quand tout semble perdu. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un like et à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez jamais que même dans les moments les plus sombres, l'espoir existe toujours. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur et d'amour. À bientôt pour une nouvelle histoire.